à tous, bonjour à vous les passionnés du sport auto et les fidèles de Green White Checkered, votre talk vidéo entre LFB, votre serviteur de l'Afterlap, et Maxime Potard, surnommé Maxoul Pilote, et sa chaîne YouTube très célèbre. Salut Maxime, comment ça va ? Salut LFB, bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode spécial. Et oui, on vous a peut-être fait un peu patienter, l'année 2020 est terminée, on est content de l'avoir derrière nous, mais on aimerait quand même y revenir un petit peu. Et dans cet épisode un petit peu bonus, un petit peu luxe, on a envie de tirer le bilan des bons et des mauvais élèves. Alors LFB le fait régulièrement avec ses étoiles, hein, vous pouvez le voir sur Twitter ou sur l'afterlab.com. Mais c'est vrai qu'ici, voilà, on va essayer de débattre un petit peu, donner nos avis, nos points de vue qui, on l'espère, seront différents sur ce qui a marqué cette année 2020 qui était vraiment pour le coup pas comme les autres. Voilà, vous avez compris qu'un bilan F1, c'est vrai que ça s'impose par rapport à l'année qui vient de s'écouler, surtout que c'était quand même une année hors norme, un peu spéciale. Donc voilà, avec Maxime, on n'a pas résisté à ce plaisir de vous offrir un épisode bonus entre deux épisodes réguliers de Green White Checkered. Donc ça démarre en fanfare, l'année 2021, mais je crois qu'on sera tous contents. Alors j'annonce tout de suite qu'on va vous dire dans quelques instants nos trois plus mauvais Grands Prix. Oui, on va attaquer dans le dur. Hein, oui, voilà, c'est ça. Ensuite, nos trois meilleurs Grands Prix, nos déceptions pilotes, flop 5 pilotes comme on l'a appelé entre nous, le top 5 pilotes, et ensuite nos 5 moments forts ou images marquantes de l'année. Là, ça devrait peut-être nous valoir quelques avis différents, parce que bon, peut-être que j'anticipe un peu, on a peut-être le même meilleur pilote de l'année. Bon, on va voir dans quelques instants, n'anticipons pas, mais bon, sait-on jamais. En tout cas, source de débat, et puis dans vos commentaires, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce qu'on va vous dire dans quelques instants. Bon, alors Maxime, je te propose d'enchaîner, j'y vais, je donne le coup d'envoi, et je te dis tout de suite dans mon flop 3 Grands Prix, la déception de l'année, le Grand Prix où j'ai dormi, mais j'ose révéler qu'à un moment donné, oui, je me suis un peu endormi véritablement. Et ça m'énerve d'autant plus que c'est chaque fois, pratiquement à 2 exceptions près dans son histoire, que ce Grand Prix nous ennuie considérablement. C'est le Grand Prix d'Abu Dhabi. Alors moi, ça terminer l'année comme ça, à part en 2010 et en 2016, tu vois ce que je veux dire, avec la bataille entre Vettel, Weber et Alonso en 2010 et entre 2016, avec l'intensité, on va dire, Rosberg, Hamilton, bien sûr. Mais sinon, oh là là là, qu'est-ce que ça m'énerve. Alors, est-ce que toi aussi, t'es d'accord ? Je suis d'accord parce que je te rejoins. C'est aussi un de mes flops, ce Grand Prix. Oui, c'était pas forcément utile de risquer d'aller choper la Covid en allant à Abu Dhabi. Non, après voilà, on sait que Etihad, on sait que le Grand Prix d'Abu Dhabi est évidemment important pour les partenariats de la F1. Moi, si je prends sportivement ce qui s'est passé en piste, oui, je me suis fait chier comme un rat mort de A à Z, je vais pas te mentir. Alors, j'ai pas dormi parce que il y a toujours ce côté, oh allez, on va faire l'effort, c'est le dernier Grand Prix avant quelques mois, tu vois. Donc moi ça me tient, voilà, il faut un peu moins de caféine, il y a un peu plus d'excitation de se dire que c'est le dernier. Bon, l'excitation retombe après 3 virages, parce qu'on se rend compte que ça va être une procession. Ouais. Même Monaco peut être parfois bien plus excitant que ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Non, je te rejoins, c'est aussi dans mon flop 3 parce que je ne comprends pas pourquoi depuis plus de 10 ans, on s'obstine à garder ce tracé, ces zones DRS, cette configuration qui, on le sait, n'amène pas forcément de spectacle, sauf cas exceptionnel. C'est plus quelque chose qu'on peut dire par exemple de Bahreïn, qui au fil de ces derniers épisodes, ces dernières années, s'est retrouvé plus intensément bagarreur, il y avait plus de faits marquants. Mais c'est vrai que voilà, Abu Dhabi pour moi c'est un Grand Prix que j'ai toujours trouvé beau. C'est sûr que pour les photographes, c'est sûr que pour les passionnés, ça fait de beaux fonds d'écran pour l'hiver, ça nous fait de beaux couchers de soleil. Mais au-delà de ça, oui, il y a eu des accidents, il y a eu des moments forts, il y a eu des luttes aussi. On se souvient de Petrov et Alonso qui pètent un câble derrière la Renault, bien sûr, mais il n'y a que ça. Rosberg qui a un problème moteur, qui veut aller au bout, c'est un beau moment de sport, mais que ça arrive à Abu Dhabi ou ailleurs, peu importe. Donc non, le Grand Prix d'Abu Dhabi cette année était aussi ennuyeux que d'habitude. Il n'y a pas de choses qui sont faites pour changer. Dieu sait que les possibilités ne coûtent rien puisqu'on peut faire 40 tracés sur ce circuit d'Abu Dhabi. On peut même faire du rallycross si on veut éventuellement. Mais c'est vrai que voilà, très déçu. Mais enfin, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu, quoi. C'est un peu pour reprendre la célèbre phrase. Oui. Voilà, c'est ça. Bon, écoute, on est d'accord. Pourtant, le cadre est génial. Ça, je peux pas dire le contraire. C'est vrai qu'ils ont fait une sorte d'île circuit. L'hôtel là en forme de baleine, comme je l'appelle, ou de grands. Avec les couleurs et tout. Oui, c'est beau, salé, beau, il y a pas de problème. Intéressant, pas du tout.
Non, c'est Non? ça. Et puis alors, ce stadium, j'aime bien moi ce stadium, hein, tu sais, cette petite parabolique à gauche Oui, là, oui, oui. qui mène sur la première ligne droite. Mais alors, l'enchaînement juste avant d'arriver sur ce stadium là où on va plonger dans une sorte de simili-chicane. Oh là là, est-ce que c'est énervant ça aussi. Oui, Enfin puis bon, ça, écoute, ça fait partie oui. un peu de ces circuits comme je prends Sochi ou je prends l'Azerbaïdjan. Ils se sont dit, oh là, il y a un super secteur. Et après, on met deux angles droits et on referme la boucle, quoi. Et ça Ouais. me tue parce que je me dis, c'est dommage d'avoir vraiment des si belles possibilités et que le résultat final il soit là. Surtout que Hmm. l'intérêt de ce Grand Prix était assez conséquent, même si Hamilton était titré. Moi j'attendais la troisième place de McLaren ou de Racing Point. On avait Perez qui avait un nouveau moteur qui partait loin. Renault aussi était capable d'aller faire quelque chose, qu'allait faire les AlphaTauri. Ferrari, ils étaient bien loin, mais ça on le savait. Donc il y avait quand même un petit peu d'excitation sur les inconnus et le dénouement de certaines places dans le midfield. Donc moi j'ai suivi ça avec attention, ça a été très vite tué dans l'œuf parce qu'en plus Perez casse son moteur, c'est vraiment pas de bol pour lui. Ouais. Non. Bon, il sera sans doute consolé par un contrat Red Bull dans les jours qui ont suivi. Mais voilà, c'était vraiment triste de finir une saison si, alors je vais pas dire extraordinaire, mais paranormale presque, par un Grand Prix aussi traditionnellement ennuyeux. Voilà. Ensuite, un deuxième Grand Prix où franchement je me suis ennuyé et je le mets dans mon flop 3. Alors Abu Dhabi, c'est celui où j'ai mis le moins d'étoiles parce que voilà le résultat à la fin il est logique. Évidemment Verstappen super, il a réussi à battre les Mercedes, mais bon à partir du moment où il est parti devant, il n'y avait plus de spectacle. Et ben Hamilton, en Espagne, oui, Hamilton revenait du Covid, il n'était pas en oui, forme. voilà, Voilà. non, Même moi qui suis un peu derrière Verstappen, je n'ai pas trouvé que oui, c'était la plus belle victoire de sa carrière, en tout cas la plus méritante. voilà. Mais voilà. Voilà. Donc après, bah, les deux grands prix où j'ai mis le moins d'étoiles sont mes deux autres grands prix flop. Bah, je commence par l'Espagne. Et là aussi, ça commence à devenir récurrent, l'Espagne. Hein. Est-ce que c'est parce qu'ils font les essais en hiver, qu'ils connaissent la piste par cœur et qu'il y a une sorte de hiérarchie qui est figée dès le mois de février. J'ai jamais vraiment compris. J'aime bien le tracé, j'aime bien le décor, oui, aussi. Et puis c'est une grande patrie du sport auto avec Alonso ces dernières années. Mais à chaque fois, le Grand Prix d'Espagne, il se passe rien. Là, cette année, je te rappelle, c'est Hamilton qui a gagné devant Verstappen, devant Bottas, devant Stroll. Perez a fait 5, c'est bien ça. Non, Stroll a fait 6. Alors qui c'est qui a fait 4? C'est Leclerc. Ah, C'est bravo. Charles, Si, si, Charles qui était remonté ouais, très ouais, très loin. Mais effectivement. malgré tout ce que tu évoques Non, dans le non, je confonds. classement, Non, non, Leclerc, il fait 4 au 70e anniversaire. Non, qui fait 4? C'est Stroll, c'est bien ça. c'est les Perez deux. fait 5 Voilà. et Parce qu'en Sainz fait, fait 6. Voilà. Hmm. c'est le Grand Prix qui a mis le feu aux poudres, à défaut de les mettre au disque de frein de la Racing Point. C'est là où Renault a porté sa plainte face à Mhm. Racing Point et qu'on s'est dit qu'on avait vraiment une Mercedes bis avec ces résultats-là pour Perez et pour Stroll. Ça avait même surpris des gens que, parlons crûment, que Stroll avait du talent. Hein, voilà. Bon, on avait vu plus tard que la voiture fait le pilote et l'inverse, mais moi, ce Grand Prix, je suis pas aussi catégorique que toi. Je l'ai pas trouvé si gravement chiant. Mhm. Alors, on va utiliser des Mhm. termes un peu plus crus, mais effectivement, on va parler clairement. Pas aussi ennuyeux, pas aussi insipide, parce que finalement, derrière, il y a quand même eu des choses assez sympas dans les batailles. C'était encore une saison assez fraîche quand on est allé en Espagne. Moi, ce qui m'a surtout choqué, c'est qu'on a, à l'image d'Abu Dhabi, le potentiel de faire quelque chose. Cette dernière chicane est catastrophique. Elle casse tout le travail que tu fais sur le premier et le deuxième secteur. On y fait Mhm. les essais hivernaux, l'épingle après. Bon, moi je sais que le virage 10 en aveugle, j'aime beaucoup ce virage parce que de 1 c'est beau, de 2 ça paraît rien, mais c'est un challenge quand même de le passer à fond. Certains n'y arrivent pas, Mhm. certains s'y sont même cassés les dents. Donc le circuit n'est pas forcément à mettre en cause, mais je pense que c'est plus la Formule 1 dans ce cas-là qui est en cause. Parce que le Grand Prix d'Espagne, je te rappelle, il y a encore 10 ou 15 ans, était un Grand Prix apprécié et un Grand Prix qui fonctionnait Mhm. bien. Depuis les nouvelles nomenclatures, les nouvelles réglementations 2014, enfin 2009, 2014 et puis 2017, on a quand même eu des changements qui ont été assez radicaux et malgré le DRS, on ne parvenait plus à dépasser là où on a eu des duels mémorables dans les années 90. Première victoire de Schumacher sous la pluie. Mhm. C'était pas un duel, mais on a eu des coups d'à coups de Senna, Mansell lors des premières éditions en 91. 92 aussi, c'était une belle édition. Donc là, je mettrais plus en cause la F1 que le circuit. C'est un très bon circuit de développement parce que, comme tu l'as dit, il y a tout. Il y a de la vitesse, il y a du technique, il y a des Mhm. enchaînements, il y a de l'appui. C'est très bien pour tester. Maintenant, pour un Grand Prix en 2020, c'est pas la première année où on se dit, ouais, l'Espagne, on le passe un petit peu comme. Tu sais, quand on doit Ouais. prendre un bon gros médicament, t'as mal, mais tu le prends quand même parce que tu te dis, bon, ça va aller mieux après. Et après, on va à Bakou. Mais, mais c'est vrai que le Grand Prix d'Espagne, pour moi, il est historique, comme tu l'as dit. Ce circuit de Barcelone aussi. Mais malgré tout, si on le perd, ça me ferait ni chaud ni froid finalement, parce qu'on va quand même y aller Bah pour ouais. les essais. Quoique cette année, on parle de finalement partir à Sakir, hein, ça a été montré la semaine dernière. Donc voilà, je t'avoue que
pas aussi catégorique cette année, mais c'est vrai que là, tu es peut-être un petit peu biaisé par ces dernières années. C'est vrai que depuis la magnifique victoire de Maldonado, on n'a pas eu de grand prix d'Espagne. Si, après tout, Hamilton Verstappen et Rosberg se sont un petit peu... Voilà, Hamilton, Rosberg qui s'accroche, ça c'est sûr, mais tu vois, il faut ça pour que ça devienne spectaculaire, avec évidemment Verstappen qui va gagner aussi son premier Grand Prix. Bon, oui, il y a quand même évidemment des souvenirs qui remontent à l'esprit, mais cette année, non, j'avoue que ça m'a semblé attendu, quoi. J'ai eu aucune surprise, aucun peps dans ce Grand Prix d'Espagne. Et toi, alors, si tu mets pas le Grand Prix d'Espagne, tu mets quoi en deuxième Grand Prix flop? Je vais t'avouer que c'est un petit peu pour les mêmes raisons que je mets comme deuxième flop le Grand Prix de Russie. Parce que je m'y attends tout le temps. Bottas gagne, il s'y passe rien. C'est là qu'il dit voilà, Bottas, to who it may concern, thank you. Non, moi, le Grand Prix de Russie, je le prends toujours avec un ennui. Je sais pas pourquoi, je n'aime pas le tracé. Pourtant, il est technique, il est sympa. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on est à Dallas en 82 et qu'on se fait un parking et que voilà, c'est un peu. On met 4 cônes et on rigole. Le Grand Prix était pas intéressant. Sainz qui fait une grosse boulette au départ et qui pulvérise tout seul grand main grand sa McLaren alors qu'il essaie de prendre une échappatoire qui de 1 est dangereuse, qui de 2 est ridicule. Aucune usure de pneus, donc aucune stratégie possible. Bottas qui fait son petit chemin tranquille. Voilà, je suis désolé, c'est pas ça qui a relancé le championnat. Derrière, ça n'a pas non plus été la grande bataille. Ça a été compliqué pour beaucoup d'équipes de montrer sa vitesse de pointe. On sait que toute l'année, il y a eu un duel entre Renault et McLaren pour savoir quelle était la voiture la plus à l'aise sur les circuits rapides. On l'a vu à Monza, on l'a vu à Spa, on l'a vu à Silverstone, que entre Renault et McLaren, ça jouait beaucoup. Là, on n'a pas pu voir grand-chose de la part de McLaren parce qu'ils se sont été très vite mis au tapis. Renault était correct, mais voilà, au-delà de ça, moi qui suivais le midfield, devant... On prend les mêmes et on recommence, et derrière on décompte les tours, et puis voilà quoi. Moi ça n'a pas été le Grand Prix qui m'a été le plus sensible. Donc voilà, c'était un flop parce que c'était tristouné, alors que là je te dis, même si je remonte dans le passé, un Grand Prix de Russie, non. Oui, non mais c'est vrai, c'est pas un rendez-vous qui a montré qu'il était excitant. C'est un peu artificiel, c'est un peu procession, on vibre pas sur le tracé en lui-même, même si on reconnaît que c'est bien fait, que c'est bien agencé, mais encore... le virage 2 est intéressant avec son entonnoir, parce que tu dis, ils vont plonger, ils doivent tenir le vibreur, mais si c'est pour prendre 5 secondes, Ricciardo avait pris 5 secondes, je pense, pour track limits. Donc je pense qu'il y a eu tellement de... En fait, on a les ennuis d'un circuit comme le Paul Ricard, on peut aller large et se prendre 5 secondes parce qu'on est hors des track limits. Et c'est aussi intéressant qu'un parking, je suis désolé, j'ai pas d'autre argument et pourtant il résume bien la situation. Ok. Alors tu sais pourquoi je l'ai pas mis moi? Parce que je me souviens que malgré tout, parce que moi t'as vu, t'as compris, je mets un petit peu plus en avant le spectacle, si j'ose dire, plus que le cadre. Bon, or ce jour-là, tu te souviens, il y a eu le drame, le psychodrame Hamilton et ses essais de départ. Donc, il y a eu un début de Grand Prix qui a été quand même sous tension, tu vois ce que je veux dire, sous suspense un petit peu. Mais encore une fois, c'est une pénalité qui peut arriver n'importe où, et c'est encore une fois quelque chose d'artificiel. C'est une pénalité technique de règlement, mais si elle a lieu là ou si elle a lieu ailleurs, c'est à peu près la même chose. Ok, tu vas me sortir 2-3 cas comme à Monaco, il s'est pas doublé. À Sochi, il a su doubler, son résultat en est la preuve. Mais ok, tout le monde est sorti en disant... Mon Dieu, Hamilton est pénalisé, ça y est, ça va être le plus beau Grand Prix de l'année parce qu'il va pas être devant, du coup ça va être ouvert à tout le monde. Non. Non, non. Voilà. Mais bon, disons j'ai du mal à m'enthousiasmer pour ça, même si je comprends que sur le moment on était là, ça y est, on croyait que c'était la lueur au bout du tunnel. C'est ça, comment alors la pénalité, oui, voilà, puis ça y est, tout de suite, ça promettait que le résultat soit peut-être pas effectivement d'une victoire d'Hamilton. Voilà, bon, ok. Alors, le troisième Grand Prix flop, moi, de l'année, et là, je l'ai sélectionné un peu pour toi, mais je vais l'assumer, c'est le Grand Prix de Belgique. Écoute, alors j'ai été très déçu par, évidemment, le fait que ce soit huis clos et que le Spa nous apparaisse vraiment très, 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 très morne, quoi. Enfin, c'est... Là, pour le coup, on a vu des sapins bien en avant, il n'y avait pas grand-chose d'autre à regarder. Voilà. Mais écoute, à part... les Ferrari qui étaient à la ramasse, mais bon, c'est pas quelque chose qu'on devrait mettre en avant. Les Renault qui ont su être pas mal dans les points, 4 et 5 si je ne m'abuse, Ricciardo et Ocon. Voilà. Mais sinon, Hamilton... C'est là que Renault s'est réveillé par rapport à McLaren, avant Monza. C'était un très beau Grand Prix de la part de Renault, vraiment. Oui, mais sinon, Hamilton, Bottas, Verstappen, alors ensuite les Renault, d'accord, ensuite Albon, ensuite Norris, enfin...
Mais même Non, je me souviens Raikkonen qui finit, Oui. je crois, 11 ou 12e et qui bloque les deux Ferrari. Elles sont derrière l'Alpha, les Ferrari, je pense, de mémoire. Oui. Donc, Raikkonen fait 12, tout à voilà, fait. 12 et Leclerc et Vettel sont Et pas là Vettel non sont plus. derrière. Ouais. C'est là que tu te dis, tout ce qui est un moteur Ferrari, faut le mériter Bah, d'aller. Tu te dis que t'as Spa, puis ouais. t'as Monza, puis t'as Sochi, puis la fin de saison, fallait la tenir quand même. Hein. Non, non, Ouais. je suis d'accord. Mais écoute, je ne ressors rien de ce Grand Prix de Belgique. Quand je revois la saison, il n'y a rien qui m'est venu à l'esprit sur ce Grand Prix de Alors, Belgique. Donc, moi- pour un peu t'emmerder, je l'ai mis Oh, en c'est de troisième bonne guerre. position. Voilà. Voilà. Non, c'est de bonne guerre. Moi, il y a un élément qui m'a beaucoup attiré dans ce Grand Prix de Belgique, mais on en reparlera plus tard. Ça sert à rien de le dire maintenant, donc je le garde pour plus tard. Mais une chose a sauvé le Grand Prix de Belgique, et pour ça, ça valait la peine d'y aller. Non, pour te répondre, si je veux être mauvaise langue également, je veux dire, bah, je trouve que mon pire Grand Prix, c'était le Grand Prix de France parce qu'il n'a pas eu lieu. Tu vois, c'est pas de bonne guerre, mais c'est pas très honnête. Non, en Alors, fait, l'an dernier, Sacha, je te l'accorde, hein, le Grand oui. Prix de France 2019, le pire non seulement de l'année, mais peut-être de la décennie et, aussi. Hein, et nous n'y horrible. sommes pas allés en plus en voiture parce qu'il paraît que c'était pas forcément mieux que l'année d'avant. Bon. Ouais. Euh, Oui, c'est vrai que moi, il me reste un Grand Prix à annoncer comme mon plus gros flop. Oui. Alors, ça va peut-être te surprendre, mais mon plus gros flop cette année, c'est le Grand Prix d'Australie. Ah, d'accord, ok, si. Oui, t'as raison, forcément. Ouais, Alors, oui, c'est j'ai sûr. voulu proposer quand même dans la liste quelque chose d'un peu différent parce que malgré tout, c'était la première fois depuis que Liberty Media a pris le contrôle de la F1 qu'on les a vus dépasser et déborder. Alors certes, c'est pas de l'action en piste parce que toi tu dis c'était ennuyeux, etc. Je peux être honnête avec toi, j'avais mis dans les Grands Prix aussi le Grand Prix de Belgique parce qu'il était assez insipide. On pouvait en Bon. mettre d'autres, mais j'ai été déçu que j'ai envie de mettre tous les Grands Prix, tu vois, qui n'ont pas eu lieu. Je suis déçu qu'ils se soient fatigués pendant 4 mois à bûcher, à travailler comme des malades à Zandvoort et qu'il n'y ait pas de course pour avoir un circuit. Donc tu vois, tout le monde pourrait avoir un petit peu sa peine au bout de l'histoire. Mais je trouve que le Grand Prix d'Australie a tellement été mal géré, prise de risque, inconnue, communication catastrophique, parce que jusqu'au matin, à 10 minutes avant la première séance d'essai, on ne sait pas si on roule. McLaren se retire, finalement tout le monde se retire, finalement on roule pas. Qu'en est-il des gens des championnats support qui étaient là, parce qu'il y avait quand même quelques représentants qui étaient là, même s'il n'y avait plus de voitures. On avait déjà... Rappelle-moi, le Supercar avait été annulé, je pense déjà à ce moment-là, non ? Non, ils ont fait la première course. Voilà, il y a eu une course, en effet. Voilà, il y a eu une course, il y a eu une qualif, je crois, et ensuite ils ont arrêté pour ça tout a le été, week-end, ça a été terminé. Donc le public est venu, risque à considérer, puisque voilà. Bon, après c'est facile de donner des leçons une fois qu'on savait la fin de l'histoire. Mais malgré tout, risque à considérer de la part de la FIA, risque à considérer de la part de Liberty Media, mauvaise communication, mauvaise image et sentiment d'incapacité de proposer du spectacle. Donc oui, si je dois trouver un Grand Prix qui était un flop pour moi et qui n'a pas proposé de spectacle en piste pour une raison extérieure, c'est le Grand Prix d'Australie. Voilà ce qui est pour moi la plus grosse déception de cette année, au-delà de ce que ça représente en termes d'absence de spectacle et d'intérêt, comme tu l'as bien expliqué dans tes sélections. Moi j'ai trouvé que là on a dépassé, c'est un petit peu... Je suis désolé, mais c'est comme poursuivre un Grand Prix quand un pilote a eu un accident fatal. Tu vois, je trouve que c'est cette mentalité de tout pour le spectacle qui colle trop souvent à la F1. On a souvent accusé des gens comme Ecclestone ou Mosley d'avoir eu cette mentalité. On a eu la preuve que dans certains cas, quand elle était débordée, la gestion Liberty Media pouvait aussi retomber dans ces travers-là. Et ça nous a rappelé peut-être pas forcément les plus beaux moments de la F1. Donc voilà, pour moi, ce qui était le pire Grand Prix de l'année, malgré tout, c'est celui qui a à moitié eu lieu. Non, mais c'est intéressant, c'est pertinent, c'est un peu inattendu. Donc, ok, voilà pour la première rubrique, donc, chers amis. Oui, on va passer. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez, parce que vous voyez, il y a de quoi nourrir les débats. Alors, on va enchaîner sur les 3 meilleurs grands prix selon nous. Là, on va quand même la jouer en mode croissant. Hein. Tout à fait. Moi, je vais commencer par mon 3e meilleur grand prix de l'année. Pour moi, c'est le Grand Prix de Turquie. Alors, pour plusieurs raisons. D'une part, le retour sur une piste qui est, on l'a suffisamment dit, peut-être la meilleure réussie par Hermann Tilke. Et avec un tracé... Pas la mieux gommée, par contre. Non, effectivement. Alors, oui, ce resurfaçage, effectivement, a fait débat et a perturbé le jeu, mais ça a contribué à nous donner un week-end vraiment un peu inattendu. Donc, il y avait l'adhérence, il y a eu la météo, la pole position de Stroll, écoute, extraordinaire, super, bravo. Le début de course
où Stroll fait un super début de course et puis ensuite, on ne sait pas trop comment, mais c'est Hamilton qui pour moi signe sa plus belle victoire de l'année parce que c'était pas écrit. Il a réussi à tenir bon, à faire tenir ses gommes, à bien gérer. C'était révélateur de son niveau. Et donc effectivement, ça a été un Grand Prix un peu hors norme. Alors attends, je regarde le classement. Donc c'est Hamilton qui avait gagné. Oui. Verstappen fait 2, Perez fait 3. Bah oui, Perez, j'avais oublié. Parce que c'est vrai que le pauvre Stroll, il avait été un peu malchanceux, je trouve, au final, puisqu'il n'arrache finalement que la 9e place. C'était pas représentatif, mais Non. c'est Perez qui était monté sur le podium. Et puis Norris, que j'ai adoré cette année, fait 8, avec le meilleur tour en course. Bah oui, là aussi. Bien sûr. Et puis Leclerc fait 4 avec la Ferrari. Et Vettel, oui, c'est vrai. Allez, là, on sait que ça a été son meilleur moment de l'année. Il fait podium. Donc tu vois, ce Grand Prix de Turquie, oui, non, franchement, il était hors norme, quoi. Bon, pour tout te dire, moi je l'ai placé en 2e meilleur Grand Prix de l'année. Donc Bon, je alors, vais donc, parler on est un d'accord. petit peu sur le sujet pour te répondre. Assez surprenant aussi la gestion, on en reparle, hein. On fait rouler des voitures la nuit pour gommer la piste après la pluie. Ça a été un petit peu un aveu on a fait un petit peu encore parer au plus pressé. Bon, c'est pas arrivé beaucoup de fois cette saison, je tape un peu gratuitement sur l'orga, mais voilà. Non, sportivement parlant, ça a été un Grand Prix extrêmement excitant, sans doute pour moi l'un, si ce n'est le plus excitant de l'année. Oui, avec un Stroll qui émerge, il n'y a pas d'autre mot, d'une piste complexe qui montre que les dollars de papa ne sont pas là que pour montrer qu'il a juste envie de s'amuser dans une Formule 1. Si certains en doutaient, Stroll a du talent, c'est pas son premier podium, c'est pas une erreur de casting, c'est mérité, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'autant plus qu'il sortait d'une série catastrophique avec un accident aussi en Toscane, avec des abandons, des problèmes techniques, donc vraiment il était en train vraiment de se faire... il faut le dire, débordé par Perez. Il sort cette pole un peu de nulle part, alors que Verstappen et Red Bull avaient dominé. On voyait même presque Albon faire la pole aussi depuis le début du week-end. C'est cher payé malheureusement lors de la course. Course qui est aussi intéressante. Hamilton avec des pneus dans un état slick, on le voit à l'arrivée. C'est aussi perturbant de te dire que derrière, Charles Leclerc perd le podium, que Vettel a son seul podium de l'année in extremis aussi, parce que ça aussi s'est joué dans les dernières centaines de mètres. Perez est en quête d'un volant à ce moment-là, donc pour lui c'est aussi un peu un soulagement de montrer qu'avec une Mercedes B, pour l'appeler clairement comme ça, il est capable d'aller chercher un podium, donc il n'est pas en fin de carrière, mais presque au mieux de sa forme en termes de conscience de course et de gestion. Derrière, on a eu aussi la loterie de la piste, comme tu le dis, des têtes à queue. Bottas qui s'est effondré, ça a été aussi la confirmation que pour lui c'était la fin, la Bérésina, la fin de ses espoirs face à Hamilton, ce qui a aussi peut-être contribué au fait qu'on aurait peut-être vu Russell à sa place l'année suivante, c'est-à-dire cette année dans la Mercedes, ce qui ne se fera pas. Donc oui, un Grand Prix très intense, pas forcément pour moi le plus beau sportivement, mais en tout cas le plus aléatoire, et c'est vrai qu'en termes de spectacle, là, il a la timbale forcément Oui. sans hésiter. Bon. C'était le plus fun en tout cas à regarder. Bon, alors donc tu l'as mis en 2e position, intéressant. Alors quel Grand Prix avais-tu mis en 3e position? Alors, en 3e position, j'avais mis le Grand Prix du Nürburgring, le Grand Prix de l'Eiffel, Ah bon qui, Ah moi, bon m'avait marqué pour plusieurs choses, en fait, parce que, eh bien, déjà, on avait un chiffre, 91, puisque c'est là où Hamilton avait été, certes, dominateur, mais c'est certes, pour moi, le plus bel exemple d'un Grand Prix géré par Hamilton. Ça veut dire qu'il a été perturbé nullement du vendredi au dimanche. Il a déroulé facilement, comme le faisait un certain Michael Schumacher. Voir Mick lui remettre un casque, ça aussi, ça a été intéressant. Et puis, sportivement parlant, on a eu de belles bagarres, c'était un Grand Prix qui a été assez intense, peu de gens s'en souviennent, mais moi j'ai un bon souvenir de ce Grand Prix de l'Eiffel. Ça a été aussi le retour du public, aussi, ça a été un Grand Prix où certains pouvaient aller en tribune, on a certains, moi j'ai certains tweetos que je connais qui sont allés donner leur expérience là-bas. Grand Prix qui a malgré tout été catastrophique au niveau des intempéries, pas de L1, pas de L2, parce que brouillard catastrophique, donc peu d'essais aussi, donc ça a joué aussi dans la course de dimanche, et surtout, retour d'une Renault sur le podium. On a Daniel Ricciardo qui fait 3e, ça a été un soulagement et ça a soulevé aussi plein de questions. La performance de Renault, est-ce que Daniel finalement fait bien de partir? Est-ce que c'est pas maintenant que la Renault va fonctionner pour Alonso? Décidément, lui mettre une voiture qui gagne dans les mains, ce serait l'histoire de la carrière d'Alonso. En tout cas chez Renault. Mais voilà, non, moi j'ai un très très bon souvenir de ce Grand Prix du Nürburgring que j'aurais pu mettre effectivement à égalité avec d'autres, mais j'aurais pu mettre aussi le Grand Prix du Portugal qui avait été très intéressant avec la McLaren qui passait devant au début. Voilà, il y avait eu aussi pas mal de choses, des contacts et tout, mais je sais pas, ce Grand Prix de l'Eiffel reste assez présent dans ma tête, donc c'est pour ça que j'ai voulu le mettre sur le podium malgré tout. Bon, alors, voilà. Alors disons, c'est étonnant parce que alors tu mets l'Eiffel en 3, tu mets la Turquie en 2.
Et c'est incroyable parce que j'en déduis que tu n'as plus qu'une place pour ton meilleur Grand Prix de l'année. Or, moi, mes deux premiers, tu les as pas encore cités. Donc, déjà, il y en a Eh un oui. de ces deux-là qui n'y sera pas. Bon, alors que moi, il m'en reste encore deux. Alors, j'ai mis la Turquie en troisième position et je mets en deuxième position le Grand Prix de Sakir. Oui. Écoute, ce Grand Prix de Ah! Sakir, le- ce nouveau tracé, euh, l'absence d'Hamilton, évidemment, quelle nouvelle sensationnelle. L'irruption de Russell avec ce que ça représentait, on en a suffisamment débattu. Le renard lâché dans le poulailler, le jeune loup qui débarque, Bottas qui est en difficulté, Russell qui malgré tout crève l'écran, un début de course où Russell domine allègrement sur des portions de circuit où on découvre que c'est chaud. Hein, je parle d'en haut, hein, tu vois ce que je veux dire là, le virage 4, 5, 6, si je ne m'abuse, je crois que c'est celui-là. Bref, tu rajoutes évidemment l'épisode de l'arrêt catastrophe de Mercedes, et au final, c'est un type qui est 18e ou dernier au premier tour et qui gagne avec la première victoire d'un Mexicain depuis 50 ans. Bon, bah attends, j'arrête là. Grand Prix exceptionnel. Donc pour moi, c'est mon deuxième meilleur Grand Prix de l'année. Oui, le Grand Prix de Sakir. Bon, Grand Donc Prix de il ne Sakir. reste plus. Oui. Oui, pardon, Grand Prix de Sakir qui est un peu plus nuancé pour moi parce que quand on réfléchit un petit peu, le dépassement de Russell sur Bottas, il avait de meilleurs pneus. Mhm. Mercedes s'est pas mal troué, donc certes c'était plus spectaculaire, mais c'était pas pour moi sportivement très intéressant. Victoire de Perez qui a scellé son avenir chez Red Bull, je pense. Oui. Podium très intéressant aussi pour Esteban Ocon, ça lui a sauvé sa saison. Mais c'est vrai que ce Grand Prix, c'était un petit peu un cafouillage, comme on dit chez moi, un cafarnaum un petit peu d'organisation, plus que vraiment une lutte sportive en piste. Voilà. Même si j'ai D'accord. plus prôné le spectacle dans mon classement jusqu'ici, c'est vrai que pour ce Grand Prix-là, j'avais du mal à m'enthousiasmer parce que quand on réfléchit un petit peu, j'ai envie de dire que c'est pas le plus beau Grand Prix, mais c'est le plus beau Grand Prix de Russell, tu vois. J'ai pas vraiment le Grand Mhm. Prix en général D'accord. n'était pas forcément si intense, pour moi en tout cas. Bon. Donc j'en déduis que c'est pas ton Grand Prix préféré de Et non. l'année, donc peut-être que nous avons peut-être le même. Donc moi, bah, c'est le Grand Prix d'Italie, tu le voyais venir. Ah mince Euh, alors. Quel zut. voilà. Donc effectivement, là j'ai revu dans l'équipe, puisque tu sais que chaque année l'équipe, notre journal de sport, élit son champion des champions, français d'un côté, puis quelques jours plus tard monde. Oui. Donc côté français, c'est Julien Alaphilippe qui a été élu, hein, côté sportif homme, mais Pierre Gasly est deuxième. Et donc, il y a une interview de Pierre Gasly pour sa réaction. Donc, il s'avoue déjà un petit peu déçu d'avoir été battu dans ce classement parce qu'il il dit que en tant que compétiteur, il aurait bien aimé évidemment être le champion des champions de l'année en France pour l'équipe. Mais bon, il revient sur sa victoire et il dit je savais dans l'année que si je devais avoir une chance, ce serait que les Mercedes et les Red Bull aient un problème. Or, effectivement, ce jour-là, bah, c'est arrivé avec effectivement c'est encore cette histoire rocambolesque d'un arrêt au stand complètement loupé chez Mercedes, ou en tout cas d'une erreur stratégique, puisque Hamilton ne doit pas rentrer, Bottas qui est nulle part, les Red Bull qui effectivement rament comme c'est pas permis, et donc mon Pierre Gasly qui par un peu une bonne fortune, on va dire, mais aussi une bonne gestion Tout à globale fait. de la course, se positionne. Encore fallait-il prendre un meilleur départ que Stroll, ce qu'il a fait. Encore fallait-il résister à Carlos Sainz, ce qu'il a fait. Encore fallait-il ne pas craindre le retour d'Hamilton derrière, ce qu'il a fait. Et encore, bien sûr, ne fallait-il pas craquer sur un des circuits les plus mythiques du monde pour sa première victoire, lorsqu'on est jeune, lorsqu'on sait qu'en France, on attend ça depuis 24 ans. Enfin, je te raconte pas la tempête sous un crâne, quoi. Donc, bah oui, c'est sûr, pour moi, ça a été le Grand Prix. Alors, certainement le plus inattendu au niveau du résultat. La victoire de Perez, elle est aussi inattendue à Sakir, mais la victoire de Pierre Gasly à Monza, alors là, je voudrais bien savoir qui avait pu parier pour elle. Et puis, bah, effectivement, ça a été un moment magique de la saison, quoi. Oui, alors je ne sais pas effectivement qui a pu parier sur une victoire de Pierre, mais en tout cas celui-là en ce moment il ne doit pas nous écouter, il doit être bien, bien allongé sur son île tranquillement. Oui, bah évidemment, comment ne pas mentionner le Grand Prix d'Italie comme le Grand Prix de l'année. Évidemment, ça a été la surprise générale. Comme tu l'as nuancé, et c'est très, très cool de ta part, j'avais ce même sentiment à la victoire de Perez, tu vois, qui a profité des embûches des autres pour s'imposer. Mais entre une Racing Point et une AlphaTauri, j'ai quand même plus de mérite pour Pierre Gasly. Surtout que s'il faut se Voilà. rappeler que ça n'a pas été une course très facile. Beaucoup de neutralisation, beaucoup de problèmes. Beaucoup d'aléas, des frayeurs aussi, des drapeaux rouges, faut pas oublier. Donc gérer mentalement des arrêts de course, des départs arrêtés, parce que ça aussi cette année on a découvert les nombreux départs arrêtés, on l'a vu aussi en Toscane, hein, on est reparti 2-3 fois avec un départ classique. Il fallait réapprendre à prendre plusieurs départs, gérer l'embrayage, etc., etc., etc. Donc oui, c'est
évident au-delà du fait. Alors moi, je n'ai pas cette petite étincelle française, fierté nationale, qui est tout à fait légitime, parce que voilà, j'aime bien Pierre, c'est un garçon que j'ai énormément respecté, que je trouve est pour moi le meilleur ambassadeur du sport français en Formule 1. Il faut le dire clairement, mieux que pour moi, en tout cas plus complet, plus préparé qu'un Esteban Ocon ou qu'un Romain Grosjean qui, Dieu merci, est avec nous et prend désormais une retraite bien méritée en F1. Mais c'est vrai que Pierre a toujours été complet. Voilà, il parle plusieurs langues, forcément. Il est à l'aise, il est bien chez AlphaTauri. Il a su accepter d'être redescendu au grade de moins bon, de mauvais élèves. Et la revanche, au-delà que ce soit un pilote français ou non, la revanche par rapport à la filière Red Bull, cette filière qu'on voyait si parfaite. Alors certains ont tendance, et je suis le premier à beaucoup critiquer la filière Red Bull en tant que telle, mais quand on prend un regard quand même sur ce qui est sorti de cette filière, on a Vergne, Hartley, Buemi, Sainz, Ricciardo, qui sont des pilotes aujourd'hui qui sont complets, peut-être pas en Formule 1, mais qui sont vraiment accomplis. Donc finalement, cette filière Red Bull, certes, elle a détruit des carrières, elle en détruira d'autres, mais elle en a quand même lancé énormément. Verstappen, bien sûr, ça paraissait évident. Mais voilà, je trouve que ce Grand Prix était long, stressant, angoissant avec les accidents. Et que voilà, la retenue de Raikkonen qui bloque Sainz alors qu'il essaie de remonter. Et moi, je voyais l'arrivée, comme j'ai vu le Grand Prix d'Autriche, avec Norris qui va chercher le podium avec la pénalité d'Hamilton. Tu vois, la McLaren au finish. Et en tant que fan de McLaren, je dois le dire, j'ai l'impression de revivre un petit peu les belles années où on pouvait encore faire quelque chose avec cette voiture. Et maintenant, on peut le dire, depuis 2 ans, on peut faire quelque chose avec cette McLaren. La preuve, ils ont amélioré. Ils étaient 9e, 6e, 4e et maintenant 3e de ce championnat du monde des constructeurs. Donc, moi, je voulais peut-être plus que Sainz gagne, parce que comme je te dis, je n'ai pas cette étincelle. Mais au-delà de ça, que ce soit Pierre ou Sainz, j'étais content d'avoir vécu un des plus beaux Grands Prix qu'on ait vécu depuis longtemps, et sans doute un des plus emblématiques. Et ça nous a aussi fait une petite fibre nostalgique. Ça nous a rappelé Vettel sous la pluie en 2008, qui, avec cette même AlphaTauri à l'époque, Toro Rosso, anciennement Minardi, il ne faut pas l'oublier, cette petite équipe italienne, dont il y avait encore, je pense, quelques membres dans le staff aujourd'hui, cette année, qui étaient là à la victoire de Vettel, et peut-être même encore à l'époque Minardi, peut-être plus tant que ça finalement, parce que ça commence à faire 15-20 ans. Mais c'est vrai que finalement, c'est un peu la victoire des garagistes face aux concessionnaires, tu vois, du petit garagiste du coin, quoi. Et c'est une très belle histoire, et voilà, très heureux de l'avoir vécu et d'avoir été en direct pour ce désormais. Et ça nous a écrit aussi une page importante de l'histoire du commentaire français, le accélère de Julien Febvreau. Il est rentré aujourd'hui. Tous les youtubeurs, tous les streamers, tous les gens qui aiment bien un peu la F1, le accélère, ils en font des cadres, tu vois. Donc pour Julien, c'est aussi important parce que faut pas oublier que le sport, pour être transmis aux gens, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, la parole, l'intensité, l'émotion qu'un commentateur fait passer est très importante. Là où je trouve qu'en Belgique, on n'avait pas du tout été servi à juste titre de ce qui s'est passé comme événement dans l'histoire. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus une victoire française, et c'est vrai que là on a senti un dénouement, tu vois, une libération vraiment de tous les passionnés du sport, et rien que pour ça faisait plaisir à voir. Voilà. Ouais, tout à fait. Bon, je crois qu'on a bien résumé la situation, donc on est d'accord sur notre meilleur Grand Prix de la saison. Alors, je te propose d'enchaîner. Je vois que, disons, on prend son temps parce qu'on est passionné, c'est normal, mais pour le flop 5 pilotes, je te propose de donner tout de suite les 5, parce que à la rigueur, on va peut-être pas non plus enfoncer encore plus ces pauvres pilotes que l'on va citer, qui sont nos déceptions de l'année. Donc là, je te propose de les regrouper. Donc écoute, je vais commencer. Je vais juste rappeler en préambule à tout le monde qu'il y a eu 23 pilotes cette année qui ont pris le départ d'un Grand Prix, mais qu'effectivement, pour moi, un peu hors concours, c'est forcément Jack Aitken et Pietro Fittipaldi qui ont été vus qu'en fin de course. Et je t'avoue tout de suite que j'ai pas mis Nico Hülkenberg dans mon top 5, parce qu'il y a quand même 5 autres pilotes réguliers qui, pour moi, méritent d'être devant sur l'ensemble de l'année. Mais c'est vrai que Hülkenberg... Ça fait déjà un pilote qu'on n'a pas en commun, mon cher LFB. Ah, tiens donc. Bon, très bien, c'est intéressant. Je me demandais si en le disant, j'allais pas effectivement déjà provoquer le débat. Bon, alors écoute, j'y vais pour mon flop 5. Alors, dans l'ordre, ma plus grosse déception, tout bien considéré, je vais dire que c'est Nicolas Latifi, qui n'a jamais émergé, que j'ai jamais vu. On est d'accord que c'est ta plus grosse déception. Oui, voilà, je mets Latifi parce que oui, il a été inexistant, parce que Russell l'a battu à plat de couture, parce qu'il n'est pas rentré dans les points, parce que je ne l'ai pas vu faire de coups d'éclat. J'ai l'impression que c'est un mec bien, mais non, rien à dire pour Latifi, donc voilà. Ma deuxième plus grosse déception, c'est Vettel,
Donc, tu vois, j'ai mis Latifi, oui, je lui enfonce encore un peu plus la tête dans l'eau, mais voilà, avec une voiture médiocre, bah non, il y a rien eu, quoi. Voilà, bon. Je te rassure, il a de quoi se payer une belle Oui, bouée. Il n'y a voilà, pas de c'est problème. ça. Voilà. Vettel, évidemment que c'est la déception absolue de l'année, mais j'ai tendance à penser qu'il échappe à la dernière place parce qu'il a son podium et puis que c'est Sébastien Vettel et que je vais pas, j'ai encore du respect et que je veux croire qu'il va rebondir l'année prochaine. Mais force est de constater qu'il a été en dessous de tout et qu'il a été mauvais, et il a jamais su surnager, il a été battu à plat de couture et il nous a encore un petit peu embarrassé, on va dire comme ça, par des performances vraiment indignes de lui. Donc effectivement, très grosse déception et forcément flop 5 pour Vettel. Je mets ensuite Giovinazzi dont je n'arrive vraiment pas à trouver quelque chose. Je veux bien, j'essaye, mais non. Il rentre 3 fois dans les points cette année, 2 fois 10e, 1 fois 9e. Je le vois marquer que 4 points en tout. Je le vois pas faire un coup d'éclat, là où Raikkonen en fait un en Turquie. Donc non, moi Giovinazzi pour moi, tant mieux s'il est là et tant mieux s'il reste. Je veux du mal à personne, mais bon, il ne m'apporte rien. Daniil Kvyat, je le mets aussi dans ce flop 5 de manière un petit peu sévère peut-être parce qu'il score quand même, il a scoré 32 points mais je veux dire, évidemment, il se fait battre à plat de couture par Gasly. Je le vois pas se mettre en évidence. Je le vois un peu ronronner. Il excite personne. Donc non, là aussi, je vois un électrocardiogramme plat qui fait que pour moi, c'est une déception parce que à la rigueur, j'aurais voulu qu'il se rebelle un peu plus face à Gasly. Il ne l'a pas fait. Et puis je mets en 5e position Albon. Donc Albon, effectivement, bah, on est très déçu qu'il se soit fait laminer lui aussi par Verstappen. Alors écoute, j'ai tendance un peu à ne pas trop l'enfoncer parce qu'il fait quand même 2 podiums, parce que je crois qu'être le coéquipier de Verstappen, c'est l'horreur. Parce qu'il est quand même souvent dans les points. En début d'année, il fait 6 grands prix consécutifs dans les points. Bon, c'est pas mal. Ouais, mais c'est pas mal, mais pas avec une Red Bull. Voilà, c'est ça. Donc voilà pourquoi, sur 20 pilotes, il est dans mon flop 5, oui, effectivement. Et pour conclure, j'ai failli mettre Bottas un peu par provocation, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Pour une seule raison, qui pour moi sauve Bottas, mais globalement que 2 victoires avec une Mercedes, quand on est à ce point-là au sommet, c'est très décevant. Mais Bottas conserve encore cette qualité qu'en qualif, même si Hamilton au final signe plus de pôles que Bottas, c'est pas écrit d'avance. Je veux dire, jusqu'au dernier tour, on n'est pas toujours complètement certain qu'Hamilton va signer la pole. Je veux dire, Bottas, il est quand même pas loin, pas si loin que ça que Hamilton. Voilà, j'essaye de le défendre comme ça. Je veux croire qu'à chaque fois, Bottas est capable de sortir un tour qui va faire que Hamilton, non, c'est pas écrit qu'il aura la pole ce jour-là. Bon, c'est le seul critère que je lui vois parce qu'il a quand même signé des pôles où bon, fallait aller le chercher. Et il a quand même, il est capable de battre Hamilton sur un tour rapide avec le même matériel. Donc voilà. Mais sinon, mon top 5, donc flop, je te le rappelle, Latifi, Vettel, Giovinazzi, Kvyat, Albon. Voilà, à toi. Oh, il me passe la patate chaude. Bah écoute, je vais être un peu moins nuancé que toi pour Bottas. Alors je vais faire de ma plus petite à ma plus grosse déception. Je l'ai préparé comme ça. Donc, D'accord. La petite déception pour moi, c'est justement Latifi aussi. C'est une petite déception malgré tout, parce qu'il n'a pas les moyens non plus de se mettre en avant comme Russell. C'est-à-dire que Latifi, à certaines occasions, il a pu se mettre aussi top 12, 13, 15. Effectivement, il se fait détruire par Russell en qualif, hein. Je crois que on est sur un depuis Russell par rapport à son équipier, c'est quasiment à 36-0 de mémoire. Donc oui, petite déception de Latifi, mais petite indifférence à l'image de ce que tu as évoqué avec Giovinazzi, c'est-à-dire que si Latifi est ou n'est pas sur la grille, ça ne me change pas un week-end de Grand Prix. Par contre, j'aurais bien aimé y voir d'autres personnes dans cette Williams, peut-être à l'avenir, avec la nouvelle direction. Bon, en tout cas, je ne regretterai pas Nicolas Latifi avec tout le respect que j'ai pour lui. Une déception un peu plus importante pour moi, ça a été malgré tout Kimi Raikkonen. Pourquoi? Parce que Raikkonen, c'est un petit peu papy ne veut pas lâcher la rampe et ça commence à faire bon. Alors effectivement, il a eu ce coup d'éclat, comme tu l'as cité tout à l'heure, quand il a fait un petit peu de performance en fin de saison. Il était impressionnant aussi au Portugal, en Turquie, mais globalement, il n'a plus rien à montrer et il n'a plus la voiture pour le montrer. Tu vois, j'ai un peu le sentiment d'être sur ces pilotes qui, comme Grosjean et peut-être même Pérez jusqu'à l'année dernière, n'avaient pas forcément la voiture pour s'exprimer. Et que du coup, on ne voit pas l'étendue de leur talent. Mais je pense que Raikkonen, tu le remets maintenant dans une Ferrari, il fait la même chose que ce qu'il faisait en 2017 ou 2018. Donc voilà, Raikkonen, il m'est devenu...
ses humeurs, tu vois, son personnage, ce côté boire, ne suffit plus pour moi à avoir assez de sympathie pour lui dans un paddock. Donc, effectivement, il a eu quelques coups d'éclat. C'est mieux que Giovinazzi, mais je vais être honnête avec toi, Giovinazzi, j'en ai tellement pas pensé grand-chose que je l'ai quasi oublié, tu vois. Donc, voilà. Donc, s'il y avait un top 6, il y aurait eu Giovinazzi en haut. Oui. Non. Okay. Donc voilà, donc déception plus importante pour Raikkonen. Ensuite, Alexander Albon, moi aussi, c'est une de mes plus grosses déceptions. Pourquoi ? Parce que effectivement, on pensait qu'il allait pouvoir se remettre cette année en partant sur un nouveau championnat. Malheureusement pour lui, il a revécu en Autriche ce qu'il a vécu au Brésil, c'est-à-dire qu'Hamilton ne lui a pas laissé la place. Bon, cette pénalité aura valu 5 secondes à Hamilton. Je ne sais pas quelle était la faute pour moi. Effectivement, Hamilton, il ouvre parce qu'il est champion du monde et il se dit le gamin ne va pas m'embêter. C'est légitime, tous les champions du monde l'ont fait, je vois pas pourquoi lui le ferait pas. Maintenant, c'est vrai que voilà, au niveau du calcul, au niveau de la maîtrise, au niveau de la constance, tu disais qu'Albon, oui, il a été dans les points 6 fois en début de saison, mais non, moi je veux pas qu'une Red Bull soit dans les points. En étant proche de Verstappen, en appréciant aussi les talents du pilote, je me dis que, allez, s'il avait vraiment une deuxième voiture, à l'image de ce que fait un peu plus Bottas par exemple, bah oui, peut-être que Red Bull aurait pu aussi faire un peu mieux. Maintenant, à sa décharge, je vais essayer aussi de le défendre parce que c'est pas facile de tirer sur le corbillard, mais c'est vrai que Albon, il y a tellement d'écart avec Mercedes que Albon, performant ou non, on sait que le dauphin de Mercedes sera Red Bull. Red Bull se bat avec un pilote et demi. Mais Mercedes aussi, sauf que Mercedes, ils gagnent et ils prennent 25 points par week-end, ou 26, tu vois, ils en prennent pas 18, 15, 14, 13, 12. Et ça, à chaque Grand Prix, ça fait l'écart. Et l'écart ne sera jamais rattrapé parce que, ok, Verstappen gagne quelques Grands Prix, il en voulait 5 cette année, il les a pas, hein, il avait dit dans ses prédictions, je voudrais gagner 5 Grands Prix, il les a pas eu. Voilà, donc déception quand même pour Albon, perte de volant justifiée. Punition d'aller faire du DTM, pas sûr que ce soit quand même enfin, autant une récompense que ça, mais bon, il va défendre les couleurs de Red Bull, il vendra des canettes, c'est après tout ce qu'on lui demande finalement en finalité chez Red Bull. Ma deuxième plus grosse déception, c'est Valtteri Bottas. Valtteri Bottas parce que c'est vrai que on attendait le retour de ce duel à matériel égal, mais je trouve là où tu es nuancé en disant qu'il est là en qualification, moi je te dis les points ça se prend le dimanche. Alors c'est un argument facile, mais voilà, je sens que t'es pas tout à fait d'accord, parce que effectivement il répond quand Hamilton n'est pas là, mais la seule fois où il a fallu répondre présent, il n'était pas, c'était à Sakir. C'est-à-dire que là où il fallait écraser Russell pour dire hé les gars, moi je dois être là, il n'a pas pu le faire. Ok, Mercedes s'est planté, mais je suis désolé, il y a eu un Grand Prix de Turquie qui était gênant pour Mercedes, un Bottas qui se met en tête à queue 10 fois sur le Grand Prix, et on n'a pas tout vu, hein. Je pense qu'on était à 5-6 têtes à queue, j'exagère un petit peu, je fais mon Marseillais, mais c'est vrai que sur le coup, la saison de Bottas n'est pas étincelante, il a juste rappelé à quelques occasions, et les gars, je sais faire une pole, et les gars, je suis encore quand même au niveau si besoin, n'oubliez pas, je suis là. Voilà, donc j'ai eu ce sentiment de service ultra minimum de Bottas cette saison. Et j'aurais bien aimé qu'il aille titiller un petit peu le diffuseur d'Hamilton pour parler poliment. Mais ça, on va l'attendre longtemps. Et je crains, mon cher LV, que ça n'arrive jamais. Bon. Alors, non, mais c'est vrai que là, c'était Bottas qui allait être un petit peu le pivot de notre choix. J'ai finalement décidé de l'enlever de ce classement honteux, si j'ose dire, mais bon, tu l'as fait, donc voilà, ça résume un peu quand même la situation. Bon, donc il te reste un nom, je vois que c'est bien Vettel, hein, c'est bien cela. Eh bien non. Donc toi tu sauves Vettel de ce flop 5. Alors, je sauve Vettel pour une simple et bonne raison, c'est que l'atout psychologique de Vettel, la manière dont il s'est fait détruire, c'est un peu une crise de la quarantaine, tu vois. Je trouve que ce qui est arrivé à Vettel était tellement lourd que d'autres champions n'ont pas réussi à l'assumer. C'est pour ça que je ne lui en veux pas. Je prends Alain Prost, je prends Nigel Mansell, je prends des pilotes qui ont été détruits par la machine Scuderia Ferrari, Alonso, et qui ne s'en sont quasiment jamais remis. J'ose espérer que Vettel s'en remettra avec Aston Martin l'année prochaine, parce que c'est un pilote que j'apprécie énormément, et je ne voulais pas, entre guillemets, mettre la dernière pelletée de terre sur Vettel, parce que je trouve que c'est pas mérité cette saison. Il a eu de la malchance, il a été pénalisé, il a eu des problèmes mécaniques, il a fait quelques bêtises, mais les bêtises étaient conséquence de ce mal-être, de ce manque de communication. Un ingénieur, il dit on rentre, on met des pneus, on fait quoi? On regarde, on te reparle dans 3 tours. Sauf qu'entre-temps, la piste a séché, il a perdu 20 secondes. Donc, tout cet abandon, c'est presque de la pitié que je voulais pas mettre Vettel dans ce classement. Par contre, j'ai mis un pilote Ferrari dans le classement. Ah, tu mets Leclerc comme plus grosse déception. Alors pourquoi? Je m'explique. Toi, bien les là, c'est de la provocation. Enfin, là, c'est du débat. C'est une attaque à la jugulaire. Non. Oui. Pourquoi? Je m'explique. À l'issue de la saison dernière, le duel Vettel
Leclerc avec une voiture qui, on peut le dire, fonctionnait. Ça n'allait pas stratégiquement, mais la voiture fonctionnait. Ça s'est très mal terminé. Moi, j'attendais que cette année, Leclerc puisse avoir un peu plus, surtout en fin de saison, la main mise sur la Scuderia et qu'il prenne ce rôle de premier pilote. Et par les conséquences, par la politique, par Binotto et par ce que Ferrari a fait à Vettel, il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer en tant qu'étoile montante du futur de Ferrari. La signature de Carlos Sainz, moi, ça m'a fait un petit peu descendre Ferrari dans mon estime, même si j'aime beaucoup Carlos Sainz, mais je suis en train de me dire, ça y est, maintenant Ferrari est en train de se comporter comme une équipe qui va chercher des points et plus une équipe qui va chercher des victoires. Ce qui m'a dérangé cette année chez Leclerc, c'est chaque fois qu'il fait une bêtise, il a beau sortir à la radio « I am stupid », il fait quand même des bêtises qui sont peu excusables. Quand il pulvérise... il en a fait 2 grosses. Enfin, je ne sais pas si on pense au même. Pour moi, il y a effectivement, quand il accroche Vettel en Autriche, ça, c'est la pire chose qui peut arriver. Alors, quand ils sont tous les deux en tête, à l'image, voilà, Rosberg, Hamilton, Senna, Prost, ou même quand ils se battaient encore au Brésil, là, d'accord, tu peux aller dive au premier virage pour essayer de jouer les points parce que tu ne sais pas qui va gagner. Là, ils étaient 10e, il n'y avait rien à gérer, il n'y avait rien à gagner, rien à perdre, si ce n'est faire gaffe, ce qu'ont fait les 15 pilotes autour. Charles s'est loupé, ok, je suis incapable de faire un millième de ce que fait Charles au volant d'une voiture. On est d'accord, hein, ça reste une pure analyse de spectateur. Hein. On reprend les choses à mesure, bien sûr, je préfère le préciser, mais voilà, ça c'était une première déception. Et je me dis, bon allez, c'est pas grave, c'est une erreur comme ça arrive à n'importe quel champion, il va repartir. Sauf qu'il n'est jamais reparti en fait. Et cette saison, oui, il a eu des coups d'éclat, oui, il a sauvé la Scuderia en faisant des 3, 4, 5e places, tout à fait. Mais sur la constance d'une saison, j'ai un sentiment de trop peu et de déception. Alors, est-ce que la faute est vraiment à Leclerc ou est-ce que la faute est à Ferrari qui n'avait plus les moyens de donner à Leclerc ce qu'il avait comme voiture en 2018 et 2019 pour se battre? Peut-être, mais la résultante, c'est qu'en piste, pour lui, ça a été sans doute un calvaire. Il y a aussi une belle erreur en Turquie. Il perd le podium dans la précipitation. Pareil, c'est comme Bottas. Tu peux pas avoir ce genre de stress quand tu es pilote Ferrari. Tu peux le faire quand tu es pilote AlphaTauri ou Williams. Tu vois, Russell qui se plante sous safety car en chauffant ses pneus à Imola. Ok, c'est un pilote Williams, il apprend. Leclerc, on l'a tellement considéré comme la nouvelle étoile de Ferrari que moi, j'en attendais de trop, tu vois. Alors, ce qui a pour moi cloué sa saison, c'est Bahreïn, c'est Sakir, où il se loupe au 4e freinage, il emmène Verstappen dans le mur, et il emmène une Racing Point, Perez, qui va finir par gagner la course. Malgré tout. Perez est la victime. Voilà. Et la victime, voilà. Et l'erreur pour moi est la même que ce qu'il y a eu en Autriche, c'est-à-dire un peu de confondre vitesse et précipitation. Ça me rappelle un peu Romain dans ses pires années 2012-2013. Donc, j'espère que Vettel parti, que Sainz arrivé, Leclerc va pouvoir garder cette niaque, ce rêve qu'il a donné quand il a gagné Monza, quand il a gagné Spa. Certes, c'était des conditions particulières avec Antoine. Certes, il a peut-être eu ce petit truc en plus qu'il n'avait pas avant, mais s'il avait gagné Bahreïn l'année dernière, ça aurait pu être une belle revanche de le gagner aussi cette année, mais la Ferrari était tellement loin que c'était finir la saison avec le moins de casse possible. Il a fait des coups d'éclat, mais je suis désolé, avec l'attitude, le comportement et les choses avancées, même par sa direction, par Binotto, etc., en début de saison, moi je voyais Leclerc au moins gagner un Grand Prix cette année, sur un quiproquo, être à la place d'une Racing Point, d'une Red Bull, ou d'une voiture qui aurait peut-être pu récupérer une victoire. Il a récupéré des podiums avec ce genre de situation, mais pas mieux. Donc moi je suis un peu déçu par Leclerc et je suis très déçu qu'il n'ait pas au moins gagné une course cette saison. D'accord. Voilà. Ah bah là oui, j'avoue que je m'y attendais pas. Là, là si ça c'est pas du débat, là je sais pas ce que c'est. Donc effectivement. Et qu'en penses-tu du coup ouais. Non, je comprends tes arguments, ça me semble un peu injuste parce que je crois qu'au contraire, il a tenu Ferrari un peu à bout de bras et que non, j'aurais tendance à le mettre beaucoup plus haut, même dans mes tops, parce que ouais, je considère qu'au final, avoir marqué 98 points, avoir fait 7 courses consécutives dans les points avec 2 quatrièmes places, hein, je revois Portugal et oui, Turquie, tout à fait, plus les 2 podiums en début d'année, hein, quand il fait 2 en Autriche et 3 en Grande-Bretagne, non, c'est super, je trouve. Donc non, moi j'ai vu au contraire, certes dans la difficulté et la douleur, mais j'ai vu un jeune pilote qui reprenait encore plus son destin en main et qui se remontait les bretelles, là où un Vettel lâchait prise, Leclerc, avec tous les problèmes de chez Ferrari, lui, repartait un petit peu au boulot, au charbon dans la mine. Et non, ça m'a semblé plutôt super. Même. C'est un petit peu ce qui a nuancé aussi mon propos, c'est que tu vois, toi tu arrives encore à estimer Leclerc
dans cette catégorie de sauveteur de la Scuderia. Moi, je pense que juste que la Scuderia l'a entraîné dans sa chute, tu vois. Je le vois plus comme quelqu'un qui glisse avec l'équipe plutôt. Et effectivement, il a retenu l'équipe, il a fait des bonnes performances, tout à fait. Mais sur une saison, avec ce qu'on avait les saisons précédentes, je m'attendais pas à ce que Ferrari s'écroule autant. Et oui, peut-être que ça a faussé mon jugement sur Charles Non, Leclerc. mais écoute, voilà. Pas de langue de bois, ça c'est sûr. Avis forcément subjectif et assumé aujourd'hui avec cet épisode spécial, mais qui justement doit nourrir les débats. Donc c'est l'intérêt du jeu. Alors écoute, je vais te proposer quand même d'enchaîner parce que je vois que le temps passe et voilà, on a encore des choses à dire. Bon, le top 5 pilotes. Bon, là, je vais changer en direct mon état d'esprit. Je pensais qu'on allait faire peut-être un compte à rebours 5-1, mais je te propose en fait d'inverser. Parce que je crois, et là, il n'y aura pas besoin d'en faire des tonnes, on a tous les deux le même numéro 1, non? T'as mis Hamilton. Ben oui, comment ne pas mettre Hamilton meilleur pilote de la saison? Parce que voilà, bon, allez. Les chiffres sont là, monsieur El Kabash, j'ai les chiffres. Voilà. Non, là, on ne vous rappelle pas tous les chiffres, tous les records, c'est bon, c'est sûr, il n'y a rien à dire, on ne peut que s'incliner, super. Bon. En 2, j'ai mis Verstappen. Pas toi. J'ai mis Verstappen 3e, pour tout te dire. Ah d'accord. Parce que pour moi, un pilote qui est 2e... je te le dirai après, tiens, vas-y. Bon, alors, pour moi, Verstappen, c'est le seul dont on se dit qu'à arme quasi normale et régulière, il peut aller chercher les Mercedes. C'est ce qu'il a fait 2 fois. Tout à fait. Alors, il ne l'a fait que 2 fois, certes, mais à chaque fois, ça a semblé normal, ça a même semblé être une démonstration, comme ça a été le cas à Abu Dhabi. Et puis, ça a été aussi, de par son équipe et de lui, une belle démonstration au Grand Prix du 70e anniversaire. Oui. Bien sûr, il y a eu des déceptions, on est bien d'accord. Les 2 abandons en Italie, en Toscane, en Émilie-Romagne, il y a eu du déchet, on va dire ça. Mais le talent pur, le talent brut de Verstappen, il est éclatant, il est évident. C'est évident que ça devrait être, et c'est le seul dont tout le monde ne peut que se dire qu'il est au niveau d'Hamilton, oui, et qu'effectivement, il est le seul vrai rival dans l'absolu de Hamilton. Voilà pourquoi je le mets 2. Ouais, moi je suis pourtant j'ai beaucoup d'affinités sur Verstappen parce que je le suis depuis longtemps et c'est un garçon que j'aime bien en piste, un peu moins en dehors, pour des raisons qu'on a déjà évoquées, bien sûr. Mais moi, je l'ai mis à sa place au classement final. En fait, je l'ai mis 3e parce que pour moi, il fait ce qu'on lui demande et il peut pas faire beaucoup mieux. Alors oui, on aurait bien aimé plusieurs victoires. Moi, j'aurais bien qu'il en gagne 4-5. Honda a fait des progrès, mais Honda a encore beaucoup de travail malgré tout. Donc je pense que avec les armes qu'il avait, il a fait ce qu'on lui a demandé. Il était présent. Il a titillé Hamilton, ce que Bottas n'a pas forcément su faire et encore moins Albon avec la même voiture. Encore que la même voiture, il faut en être certain. Donc oui, moi, je rêve d'avoir ce duel à armes égales entre Hamilton, qui désormais l'expérience, il faut le dire, c'est plus un jeu de premier. Hamilton, c'est l'expérience face à Verstappen, la nouvelle génération. Et cette nouvelle génération, finalement, elle est assez riche parce que Russell, Norris, je considère encore un peu des gens comme Sainz, comme des nouveaux, même si bon, ils commencent à accumuler aussi 4-5 années de Grand Prix, comme Max. Mais c'est vrai que voilà, depuis 5 ans, il nous a surpris en de nombreuses occasions. Je peux te sortir un listing de 10 moments de Verstappen qui m'ont, les glory moments, tu vois. Et je trouve que cette année, effectivement, quand il était devant et il n'a pas lâché. Encore une fois, le calendrier n'a pas été à son avantage. Les circuits où la Red Bull fonctionne, comme Monaco par exemple, n'étaient pas au calendrier. Donc là où Red Bull aurait pu faire la différence sur l'ensemble d'un calendrier dit classique, je ne lui cherche pas d'excuses bien sûr, mais voilà. Donc le calendrier en sa défaveur, il a fait le travail, mais il ne pouvait pas faire plus. Donc voilà pourquoi je ne l'ai pas mis 2e personnellement de mon calendrier, de mon top 5 pilotes. 5. Dans l'ensemble du calendrier, voilà, il a fait ce qu'il fallait. Oui, bon alors vas-y, enchaîne, qui as-tu mis 2? Eh bien, comme pilote 2e cette saison, c'est un petit peu une renaissance. Alors certes, c'est peut-être faussé par la fin de saison, mais c'est Sergio Pérez. Sergio Pérez qui, malgré tout, avec une Mercedes 2019, a été constant, propre, régulier et a ramené l'espoir d'un top 3 pour Racing Point, Force India, n'oublions pas, qui reste quand même une équipe qui, même si maintenant elle a les deniers d'Aston Martin et qu'elle a la technologie de Mercedes quasiment de l'année passée, on sait maintenant, voilà, c'est pas nouveau dans l'histoire de la F1, mais c'est quasiment assumé. Ben voilà, je me dis que Pérez, avec une voiture qui a un an de retard, il a quand même géré, c'est-à-dire que ce soit aussi à l'Eiffel, que ce soit lors de sa victoire, mais même lors de ses podiums, lors de sa constance tout simplement, moi il m'a impressionné parce que j'en attendais plus rien de Pérez. Moi Pérez, je le considérais quasiment comme un pilote qui allait partir, comme Hülkenberg ou comme Raikkonen, ou qui allait disparaître, peut-être tristement aussi comme Magnussen ou Romain Grosjean qui vont partir par la petite porte après avoir quand même pas mal rongé leurs freins chez Haas pendant quelques années. Donc oui, voilà, Pérez, c'est un peu
la résurrection, un peu à l'image de Button, tu vois, Button qui a fait 10 ans en Formule 1 avec Williams, avec Benetton, avec des bonnes et des grandes équipes, et qui un jour, grâce à Brown, hop, il a ce qu'il faut pour être devant, tu vois. Et ben je pense que la chance de Perez, c'est peut-être prendre une revanche, comme Mark Webber aussi un petit peu, prendre un peu une revanche sur cette carrière où il a quand même fait ses armes longtemps, ce que n'a pas su faire par exemple Nico Hülkenberg, hein, qui a pu apparaître cette année, mais qui n'a pas eu lui la bonne voiture au bon moment, etc., etc. Mais je trouve que Perez cette année, c'est pour moi un pilote qui est un peu rené de ses cendres et qui avait vraiment, voilà, qui avait vraiment besoin de se mettre en avant et qui a su le faire parce que la pression, il y en a qui craquent, ça tient à pas grand chose, tu vois. Et ses derniers résultats cette année, sur cette fin de saison, je pense, depuis le Grand Prix de. Moi, le déclic pour moi, c'est la quatrième place en Eiffel. Depuis ce moment-là, voilà, il était là. Et je suis là, il s'est jamais fait oublier. Et en pleine période de négociation, on l'a viré de chez Racing Point où il a lui-même sauvé l'équipe. Faut pas oublier que c'est lui qui mettait les deniers avec Telmex et avec les argents. Carlos Sim, là, oui. Carlos Sim, voilà. Merci. Qui a sauvé Racing Point et Force India quand Vijay Mallya s'est retrouvé derrière les barreaux. Donc voilà, le retour de Manivelle, il est dur parce que d'un côté, t'as un quadruple champion du monde qui va vendre des t-shirts Aston Martin et peut-être redorer son blason lui aussi. Et je trouve que le plus gros perdant il y a quelques semaines du transfert de la silly season, c'était Perez, mais finalement, est-ce que c'est pas lui le grand gagnant dans l'affaire, tu vois? Donc je trouve qu'il a réussi quand même à tenir à bout de bras sa saison et il mérite cette troisième chance, on peut le dire, parce qu'il a eu la filière Ferrari. Ensuite, il y a eu Mercedes avec cette promesse chez Force India. Maintenant, Aston Martin, qui le vire. Je lui souhaite quand même de réussir mieux qu'Albon chez Red Bull. Oui, voilà, c'est sûr. Non, mais bon, je vois bien le jeu que tu as suivi et je le comprends, bien sûr. Il y a eu une belle histoire, une superbe histoire, de super performance. Et Perez, effectivement, moi aussi, il est dans mon top 5. Je l'ai mis quatrième. Parce que t'as vu, j'ai joué une certaine légalité, on va dire, avec Hamilton et Verstappen en 1 et 2. Perez, une victoire et 9 fois de suite dans les points, c'est exceptionnel. 4e du championnat du monde, c'est fabuleux, effectivement. Mais j'avoue que j'ai mis Gasly 3e. Bah oui, c'est un peu la même histoire que Perez. C'est le coup d'éclat exceptionnel de ce Grand Prix d'Italie. Pondéré dans le bon sens du terme par le fait que AlphaTauri, c'est peut-être pas non plus une Racing Point, donc il y a eu des performances qu'a faites Pierre, où franchement on avait le sentiment qu'aucun pilote ne pouvait faire mieux ce jour-là. Je parle même de place d'honneur, même pas de victoire. Tout à fait. Et aller, et être capable ensuite d'aller chercher la victoire le jour J. On en a parlé tout à l'heure à Monza, donc voilà pourquoi c'est moi qui ai mis Pierre un peu en avant. Derrière, certes, pour moi les deux meilleurs devant, mais je mets Pierre 3e. Et pour enchaîner avec ce que tu viens de dire, oui, je mets Sergio Perez 4e, avec globalement la même histoire, avec une petite avantage pour Gasly par rapport au matériel. Mais voilà, j'ai mon top 4, ça c'est sûr, il était évident pour moi. Voilà. Il est identique chez moi, puisque moi, mon pilote qui est 4e, c'est Pierre Gasly, effectivement, qui a fait un travail exceptionnel avec le matériel qu'il avait. Cette victoire est superbe, bien sûr. Voilà pourquoi j'ai aussi voulu mettre Pierre. Certes, pour moi, il a été l'un des coups d'éclat, l'un des plus beaux Grands Prix de cette année. Mais voilà, ce qu'il a fait avec le matériel qu'il avait, quand on voit ce qu'a fait Kvyat, je pense pas que Pierre ait un avantage par rapport à son équipier comme Verstappen ou Hamilton peut l'avoir aussi. Donc voilà, je pense pas qu'on fait du favoritisme pour Pierre, surtout que Pierre était redescendu chez AlphaTauri. Donc voilà, je pense pas qu'il ait l'AlphaTauri de Pierre Gasly et la voiture de Kvyat. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas autant de différence, je pense. Donc non, respect à Pierre, et voilà pourquoi je l'ai mis 4e pour quand même. Ça, alors voilà, c'est là aussi où j'ai une petite nuance avec toi où je le mets 4e, c'est que certes c'est un coup d'éclat, certes c'est une opportunité, pas un coup de chance, mais bien une opportunité qu'il a su saisir. Maintenant, c'est triste à dire, mais j'aimerais bien le voir dans une voiture compétitive et qui confirme. Voilà. Oui, c'est vrai qu'en fait, il était redescendu, on va dire ça comme ça, d'un cran l'an dernier. Ça lui a porté bonheur, ça l'a remis d'équerre et ça a remis. Maintenant, mais c'est vrai que maintenant il faut qu'il remonte voilà. d'un cran, c'est sûr. Oui, tout à fait. Alors la 5e place, écoute, moi j'ai hésité longtemps. J'ai même failli mettre Leclerc, donc c'est pour te dire qu'on n'était vraiment pas d'accord sur Leclerc, parce que bon, là où je voyais qu'il avait porté la Ferrari à bout de bras, donc bon, j'ai bien pensé au pilote McLaren, parce que Norris formidable, Sainz très solide, mais j'ai joué une certaine légitimité, je trouve, à mettre Daniel Ricciardo 5e.
parce que une régularité extraordinaire en fin de saison, 11 fois de suite dans les points, je te le rappelle, 2 podiums. Si Ricciardo n'avait pas été là, qu'est-ce que ça aurait été pour Renault? Ça n'aurait pas été la même histoire. Oh non. Il est australien, n'y voit aucune subjectivité de ma part, mais peut-être un peu quand même. Voilà. J'adore le personnage. Et autant l'an dernier, ça avait été un peu galère et il avait ramé, et il avait été un peu décevant, autant cette année, sans être génial, oui, on a retroussé les manches, on a été solide, et on a montré qui était le patron dans l'équipe. Et Esteban Ocon, non, n'a pas existé, j'aurais tendance à dire, par rapport à Daniel Ricciardo, qui, au classement final du championnat, termine bien 5e. Donc, quelque part, j'ai décidé d'être réglo avec son positionnement et de le classer dans mon top 5 quand même, avec une sorte de coup de chapeau que j'ai envie de lui porter. Voilà. Ce qui me rassure un peu, mon cher LFB, c'est qu'on n'est pas complètement contradictoire, puisque voilà, j'ai hésité entre de nombreux pilotes pour cette dernière place, parce que je me dis que beaucoup ont mérité un petit peu leur place, tu vois. J'aurais voulu mettre Romain pour la belle histoire, j'aurais voulu mettre Norris, parce que c'est quand même la jeunesse, et que je me dis que ce gamin a un talent fou, même s'il est parfois insupportable à la Verstappen, tu sais, le gars qui lance des boulettes de papier dans le fond de la classe. On aime ou on n'aime pas, moi je suis assez fan, mais c'est générationnel, je pense aussi. Ça n'enlèverait à son talent. J'ai pensé aussi évidemment à Sainz, qui... en partance pour Ferrari, il doit se dire peut-être pas fait la meilleure négociation de ma carrière quand même. Non, et finalement, oui, c'est vrai que Ricciardo était extrêmement méritoire et j'ai hésité longtemps avec Ricciardo. Je me suis dit que voilà, il a enfin amené cette bouffée d'air fraîche et cette légitimité dont Cyril Abiteboul avait bien besoin, puisque désormais il sera responsable d'Alpine, qui change donc complètement au niveau de l'entité. On sait qu'au niveau des petites formules Renault aussi, ce sera désormais des formules Alpine, donc on sait que Renault va vraiment faire un peu, si vous voulez, comme DS avec Citroën, tu vois, 2 marques distinctes, une marque compétition ou une marque luxe, etc. Ouais, bon, c'est pas l'histoire, mais voilà. Donc Ricciardo, en termes de chance aussi, il faut pas oublier que sa première année avec Renault, c'était pas la chance non plus. En Australie, il casse son aileron après 300 mètres. Enfin, il n'a pas fait une saison non plus. Mais voilà, vraiment, c'est un garçon que j'aime beaucoup. Et pour moi, il aurait mérité cette 5e place. Mais quand même, pour l'exploit, pour comme c'est une année pas comme les autres, je voulais faire un classement un peu pas comme les autres. Et je voulais mentionner quand même, voilà, Nico Hülkenberg, je te l'ai dit tout à l'heure, Nico Hülkenberg, qui pour moi a été quand même... c'est un petit peu à l'image à l'inverse de Perez, qui va avoir sa dernière chance, je pense, avec Red Bull. Lui, il en a eu 40 de chance, tu vois. Mais c'est un peu le Paul Di Resta des années 2020. C'est-à-dire qu'il y a un problème, on l'appelle, il est là. Tu vois, c'est ce qu'on faisait à l'époque avec des pilotes comme Di Resta ou Sotil, qui revenaient je ne sais pas de quelle discipline obscure dans les Pays-Bas pour venir rouler en Formule 1. Bon, Hülkenberg, faut pas oublier que à son retour, il fait P3 avec une voiture qu'il ne connaît pas, avec un moteur qu'il ne connaît pas. Il se met sur la 2e ligne du Grand Prix d'Angleterre. Bon, l'histoire voudra qu'il ne prend pas le départ de ce Grand Prix parce qu'il a la chance de Jean Alesi, on rappelle. Donc, voilà, Hülkenberg, il n'y arrivera pas. Je crois qu'il faut qu'il se fasse une raison. Il n'aura pas son podium. Voilà, il n'aura pas son podium. Et puis, il y a aussi une autre performance, moi, qui m'a évidemment marqué, c'est le Grand Prix de l'Eiffel. Et c'est aussi pour ça que j'ai retenu ce Grand Prix, c'est qu'il partait dernier. Alors, je ne sais plus pour quelle raison. Je crois que c'est un changement de moteur, si je ne dis pas de bêtises. Il est parti dernier, en tout cas, de ce Grand Prix de l'Eiffel. Et il termine 6e. Non, 8e. 8e. Et ce n'est pas un Grand Prix où il y a eu énormément de neutralisation de safety car. Il y a eu des bagarres, certes, il y a eu des changements au niveau de la hiérarchie, mais il est quand même revenu et il a montré qu'il avait encore du talent. Certes, pour moi, il a un talent, comme je dirais, rémanent, c'est-à-dire qu'il est bon, et ça peut être un très bon pilote de secours, tu vois. Il aurait pu, on l'a évoqué aussi chez Mercedes, pour remplacer Hamilton. Donc le nom reste quand même assez frais dans l'esprit des gens, comme... la roue de secours. Je suis désolé. Et déjà, pour pallier à ce sentiment de roue de secours, je voulais le mentionner, parce que le gars est à Stuttgart en train de boire son café à 11h, à 11h30, enfin à 12h30, il a fait la route pour arriver dans l'Eiffel. On se rappelle, on a mesuré d'où il était. Il fallait 1h15, il a fait la route en 50 minutes. Voilà, on rappelle qu'en Allemagne, on peut rouler comme on veut. Mais voilà, pour l'exercice en tout cas, de s'intégrer si vite à une équipe et d'aller chercher une 2e ligne, même si la voiture est bonne, même si la voiture est performante, voilà, je voulais quand même mentionner Nico Hülkenberg qui a bien rendu service aussi pour remplacer, il faut dire, le premier pilote qui avait été atteint par le Covid. Voilà. Bon, écoute, non, mais c'est intéressant et voilà, c'est bien que les avis soient pas toujours les mêmes, on est d'accord. Allez, on va terminer. On avait décidé de choisir 5 moments forts, 5 images marquantes pour chacun de nous. Voilà, et vous allez voir que ça va être intéressant ce qu'on va dire, j'en suis persuadé. Bon, alors je suis sûr que parmi ce top 5 des images marquantes, on en a un en commun, c'est l'accident de Romain Grosjean.
Tout à fait. Hein. Bon, ça, je crois même que c'est peut-être l'image de l'année. Alors, c'est pas l'image sportive, elle n'a pas eu de valeur évidemment sportive, ça n'a pas influé sur le déroulement du championnat. Nous sommes d'accord Moi-même, que ce sont les images fortes. Ce Oui, sont les images fortes. C'est pas forcément une les image images fortes. performance. On est d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans cet exercice du top 5 pilotes, oui, je peux concevoir que si on avait un panel plus large, quelqu'un dirait c'est Romain Grosjean le top 1 parce qu'il s'est sauvé des flammes et que voilà, il fallait le faire et que ça mérite une reconnaissance extraordinaire. Bon, moi j'ai conservé en tout cas un aspect très sportif Tout à fait. par rapport à des résultats et des grands prix. Voilà, j'ai joué ce jeu-là. Mais la façon dont un homme en direct a échappé à la mort, si je devais dramatiser, j'ai envie de dire ça quand même. Non, je pense Et pas. a Non, montré non, tu es réaliste. Oui, c'est Juste, ça. Hein. la Bah réalité oui. du sport, c'est ça, qu'on le veuille ou non. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et quand on a écouté après son témoignage, parce qu'il s'est exprimé donc dans quelques médias, et qu'on a compris qu'une première fois il essaye de se lever, il est bloqué, qu'une deuxième fois il essaye de l'autre côté, il n'y arrive pas, Oui, et c'est à droite. qu'il le dit qu'à un moment donné, il renonce. Alors ça a peut-être duré qu'une seconde, mais il a voulu renoncer, et il est reparti, et là il a réussi à s'extraire. Bon, quelle leçon, quel courage, quel moment extraordinaire dans le sens terrible du terme. Donc effectivement, on l'a suffisamment salué à distance et on l'embrasse et on lui souhaite le meilleur pour 2021 en lui adressant tous nos voeux. Mais force est de constater qu'effectivement on a vécu ce moment-là, un moment unique et qui se termine bien heureusement. Mais effectivement, forcément que c'est une des images fortes de l'année. Là, c'est une évidence même. Mais même pour moi, c'est l'image la plus forte de l'année, en tout cas la Mm. plus marquante de cette saison 2020. On retiendra ça plus que tout. Mm. Plusieurs choses que je voulais évoquer et que j'ai déjà aussi évoquées dans le passé, c'est si en 2012-2013, Romain Grosjean n'a pas un suivi psychologique qui lui permet de s'accomplir, de mesurer les risques en ayant des enfants, je ne pense pas qu'il soit avec nous aujourd'hui. Dans l'interview qu'il donne à Sky Sports, où il est pendant 10 minutes en train d'expliquer que tout simplement, s'il ne repense pas à ses gosses en disant je peux pas les laisser là, il réessaye pas. Je compare ce témoignage à celui de Jackie Hicks qui à Jarama en 1970 est piégé dans sa Ferrari en feu et qui à un moment se dit c'est tout, je termine là, et finalement il réessaye une dernière fois d'ouvrir sa boucle et il y parvient. Je trouve que Romain, l'image forte, c'est surtout plusieurs choses. C'est se dire que ça évoque tellement de choses, tu vois, il faudrait une heure, mais Jules ne nous a pas quittés pour rien, parce que ça nous a permis d'avoir le halo. Les pilotes qui ont dû braver les flammes sans parfois s'en sortir, comme Roger Williamson, Ronnie Peterson, plein de pilotes qu'on a connus qui sont malheureusement péris, bloqués dans leur voiture juste par les flammes. Ça a permis aussi que la cellule de survie se détache, qu'on fasse des crash tests, que les rails soient bien vissés, parce que même, voilà, on remonte en 68-69, les premiers rails de sécurité, au Grand Prix de Montjuïc en Espagne, c'est les mécanos qui sont allés les boulonner parce qu'ils n'étaient pas fixés. Bon, on revient de loin, bien sûr, mais la medical car, on a eu longtemps Gary Harstein et des pilotes, des médecins belges qui étaient dans cette medical car, donc j'ai suivi aussi à l'époque. Aujourd'hui, ces gars-là méritent une reconnaissance éternelle de par leur métier, parce que oui, il y a toujours cette voiture dans le fond de la grille, on la voit pas, mais on est bien content qu'elle soit rapidement sur les lieux dans ces moments-là. Donc oui, l'image, ça évoque tellement de choses, tellement de mauvais souvenirs, et voir juste Romain assis dans la medical car, ouais, j'ai eu une larme, quoi, parce que j'aime tellement ce sport, mais pas au point qu'il puisse en mourir, tu vois. Et ça, on l'a beaucoup oublié, et je pense que ça a été un rappel à l'ordre aussi pour beaucoup de monde, clairement. Voilà, donc ok, on est bien d'accord. Écoute, moi, ma deuxième image marquante, j'ai pas fait vraiment de classement, mais voilà, je la cite en deuxième, parce que chronologiquement, ça a été la première de l'année, et tu l'as évoqué tout à l'heure. Bah oui, c'est le Grand Prix d'Australie, mais alors c'est l'image de la conférence de presse, j'ai envie de dire improvisée, semble-t-il, avec Jean Todt, Chase Carey et Ross Brawn, qui sont là dans le paddock et qui annoncent littéralement que ça n'aura pas lieu. Alors évidemment, c'est une image incroyable quand on y repense, parce que effectivement, elle symbolise l'annulation d'un Grand Prix. Elle symbolise qu'effectivement cette année ne sera vraiment pas comme les autres. Elle symbolise aussi le fait qu'à ce moment-là, on pouvait croire qu'il n'y aurait pas de championnat du monde du tout de la saison. Que effectivement à ce moment-là on naviguait un petit peu à vue parce que personne ne savait exactement ce qui allait nous tomber sur les épaules, les confinements, tout ça, je suis pas sûr, si on en avait déjà parlé, c'était peut-être même déjà commencé. Oui, on était en France. poste, C'est ça, c'était le 15 mars. Oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, oui, cette image, elle est de fait marquante pour moi, parce qu'effectivement, c'était bien la preuve que cette année allait être à nul autre pareil. Donc je ne sais pas si tu l'avais remis toi-même dans ce classement spécifique des 5 moments marquants.
Non, moi Non, j'avais plus non, mentionné le Grand Prix dans sa globalité comme étant Oui, c'est un ça. flop. Donc finalement, Ouais, tu vois, on n'est d'accord. pas si loin que ça pour des raisons Non, non. différentes, mais on Voilà. se rejoint quand même sur pas mal de Voilà. trucs quand on y Mais pense. vraiment, Donc, c'est cette oui. image des trois là face au Oui. micro, pas à l'aise. C'est vrai, hein, ils sont pas à l'aise du tout. Ils se défendent pas terrible d'ailleurs. Mais ils ne savent pas Mais vraiment je quoi veux. dire, quoi. Oui, c'est ça. Je veux croire que la situation était ingérable de manière parfaite. De toute façon, je Ouais. suis persuadé que depuis le début de cette pandémie, malgré tous ceux qui disent qu'il y a qu'à Faucon, c'est pas possible. Donc voilà, ça c'est mon côté un peu centriste parfois, où je suis désolé, mais je vois pas qui pourrait avoir une solution miracle. Et ce qu'on Ouais, bien essaye de sûr. faire, c'est pas des bonnes solutions, c'est les moins mauvaises. Donc bon, voilà, c'est mon côté bienveillant. Et à ce moment-là, oui, j'ai le sentiment que c'est un peu ça aussi, mais qu'on le veuille ou non, sur le moment, ça nous apparaît comme un méga fiasco. Mais c'était aussi un petit peu à l'image de ce que le monde entier allait connaître et pas seulement la Formule 1. Voilà. Donc ma deuxième image forte de l'année. Je vois que tu as des images qui sont pour l'instant assez négatives. Enfin, c'est assez négatif malgré tout ce que tu es en train d'évoquer. Moi, je vais rester un peu nuancé aussi dans le côté négatif, dans le côté frayeur, parce que ça rejoint aussi. Bon, Romain, on a eu très peur. Là aussi, on a eu peur parce que c'est une pandémie et que malgré tout, la réalité, elle est là. On est en plein dedans et ça fait peur, quoi qu'il arrive. Une autre frayeur que moi j'ai eue, elle est un peu différente, mais elle est malgré tout sportive. C'est la relance au Grand Prix Oui, oui. de Toscane. Voilà, ça c'est un Ouais, autre moment c'est fort. vrai. Je sais Ah pas oui, si tu oui. l'as mis dans ton top. Non, effectivement. Moi, ça a été ce qui a un peu aussi biaisé mon jugement, en tout cas dirigé mon jugement pour les flops de cette année. C'est-à-dire que quand on regarde un peu les pilotes de la deuxième moitié du peloton, on constate qu'il y a des anciens qui n'ont peut-être plus beaucoup de réactions, des jeunes qui n'ont pas d'expérience et que le mélange des deux, ça aurait pu faire de très gros dégâts. Ça aurait pu être aussi Romain qui, de nouveau, le prenne sur le coin du casque parce qu'il était aussi en plein milieu de la mêlée. Mais ça a été pour moi le témoignage de l'absence de vista et d'expérience de certains pilotes. Alors oui, c'est pas forcément les plus jeunes à mettre en cause parce qu'on a beaucoup parlé de Bottas qui devant avait freiné, mais derrière en tout cas, l'anticipation, cette incompréhension et ce manque de vista m'a fait un peu peur parce que je me dis qu'on était parti pour aller sur des circuits comme Portimao, Imola, des circuits qui sont un peu plus dangereux, plus rapide, et j'avais un peu peur que finalement on ait un drame. Et comme je te l'ai dit, je répète, si vous revoyez l'épisode de Green White Checkered qu'on avait tourné à l'époque, j'avais un mauvais pressentiment pour ce Grand Prix de Toscane. Et je le maintenais très longtemps, et c'est sûr qu'au déroulé de la course, je me suis dit, le crash au départ, Verstappen qui est dehors, ensuite la relance, les drapeaux rouges, la sortie très très violente aussi de Stroll qui a pris une boîte terrible avec la Racing Point. Voilà, donc il y a eu énormément d'événements qui ont fait que on a créé un Imola 2. Hein. Voilà, je parlais clairement pour vous donner un peu ma pensée. Et ce crash, sorti de nulle part, parce que le plan arrive sur la tête de course, on suit même plus le leader, on zoome sur le fond du peloton et on voit de la fumée, des voitures, des roues, et je suis là et je me dis, oh non, c'est pas vrai quoi. Donc ça m'a vraiment marqué parce que j'ai eu peur, il faut le dire, mais ça a surtout témoigné pour moi peut-être d'un manque de préparation. Alors est-ce qu'il faut retarder un petit peu l'arrivée des pilotes, leur donner plus d'expérience, parce que se faire mal en Formule 3 ou en Formule 2 c'est une chose, mais si je te rappelle qu'à l'époque des Formules Ford, Formule 1800, Formule 2 litres, c'était des voitures qui étaient dangereuses, même les Formule 3 à l'époque étaient des voitures très fines, etc. Quand on partait en tonneau, quand on se tapait un bac à gravier ou quand on s'accrochait et qu'on décollait, ça a calmé beaucoup de jeunes pilotes. Là, je ne sais pas si l'arrivée en Formule 1 en étant ultra sécuritaire, ce qui est très bien, hein, je ne remets absolument pas ça en doute, ça n'a pas fait oublier à certains les bases quand même dans des situations comme ça. Parce que c'est vrai qu'un départ où on a eu 4 drapeaux rouges, ça nous est plus arrivé depuis quand même, je crois, l'Autriche 87 de mémoire. Donc voilà. Un moment marquant pour moi aussi. Et effectivement, je ne l'ai pas mis dans mon 5, mais tu as tout à fait raison. Non, moi j'ai mis, pour aller dans la chronologie, le pit stop catastrophe de Mercedes à Sakir. Ça, écoute, incroyable quoi. Je veux dire, comment c'est possible, mais en même temps, heureusement que c'est possible aussi, que tout soit pas écrit, tout soit pas mécanique, mais se planter à ce point-là, c'est ce cafouillage. Je dis pas que ça aurait pas pu arriver à d'autres. Hein. Oui, dans la même situation, peut-être que chez AlphaTauri, on aurait aussi complètement paniqué et que ça aurait été merdique, si tu me passes l'expression. Mais là, que ce soit quand même l'équipe évidemment numéro 1 dans une course qui était déjà assez incroyable et qui a contribué à écrire la légende un peu de cette course, bah ouais, pour moi c'est incroyable ce qu'on a vécu pendant cette minute d'arrêt au stand de panique chez Mercedes. Oui, et en plus, je le mets dans mes top 5. Oui. Et en plus, devant l'écran, on n'avait pas les infos. Est-ce qu'il y avait deux types de gommes sur la voiture de Russell? Est-ce que c'était les gommes de Bottas? Est-ce que c'était 3 ou 1? On ne savait pas ce qui s'était passé. Et il y avait déjà eu la semaine d'avant un quiproquo au stand où on avait enlevé et remis la roue avant droite de Bottas. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Il y avait eu un changement où on voit le mécano qui fait
hop, c'est tout, et il change pas la roue, tu vois. Ça, je savais même pas que c'était autorisé parce que je pensais que c'était par train, enfin, c'est tellement réglementé qu'on se disait Oui, voilà. oui, Mais c'est vrai que le exactement. fiasco, moi, je l'ai pas mis Mm. comme un moment marquant parce que ça peut arriver à tout le monde, tu vois, des pilotes qui rentrent dans le mauvais box. Bon, si on devait compter les mauvais arrêts de Ferrari cette année, il faudrait qu'on fasse une émission de 3 heures. Mais oui, le fait que ce soit l'équipe qui n'a pas le droit de commettre une erreur, qui commet l'erreur, c'est vrai que c'était un moment assez inattendu et Voilà. surtout les conséquences que ça a eu parce que Ouais. au-delà de la crevaison de Russell sur le fait qu'il est roulé sur des débris, ça a quand même amputé grandement la course de C'est son ça. intérêt. Merci pour le coup à Perez qui n'a jamais reproché à Mercedes. C'est peut-être lui finalement qui avait mélangé les pneus dans le paddock. Ça fait un peu C'est ça. Michel Vaillant, tu vois, mais non, non. Mais je comprends. Après, Oui, voilà, en cette fin de saison, tu parles de Mercedes. Moi, j'aimerais bien évoquer un pilote Mercedes. On enchaîne un petit peu, je me permets. oui, vas-y, bah vas-y. Dans les événements de cette saison, moi, ce qui m'a marqué, c'est un pilote Ferrari qui va dire une phrase à un pilote Mercedes. C'est à l'arrivée du Grand Prix de Turquie. Où Hamilton a fait aussi une démonstration avec des pneus morts, ça fait la liaison avec ton Grand Prix de Sakir, parce que là il arrive avec des pneus slick, on l'a dit tout à l'heure. Mais le moment où Vettel s'accroupit devant Hamilton pour lui dire, alors que Vettel a une saison, comme tu l'as dit, compliquée, et je maintiens, tu as marqué l'histoire de ce sport, presque merci et félicitations. Et le Mhm. premier qui félicite Hamilton, c'est Vettel. C'est-à-dire que c'est Mhm. celui contre qui il s'est le plus battu. Au-delà de Rosberg, il faut être honnête, parce que Bottas, c'est pas vraiment un rival pour moi. Mais le duel pour moi de ces 10 dernières années, c'est à peu près Vettel-Hamilton. En tout cas, pendant Mhm. quelques années, ces 5-6 dernières années. Donc voilà, c'est un moment pour moi qui m'a marqué. Et ça montre une nouvelle fois l'ouverture, l'altruisme et le respect énorme entre ces deux-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément vu. Ça se voit un peu sur YouTube, des compilations ou en conférence de presse, ils rigolent, ils sont toujours à. Ils se détestent pas, tu vois. Mhm. Et là, c'est encore la preuve que Vettel, comme tu dis, avec un genou à terre, bah, va poser le deuxième pour se mettre à genoux devant Hamilton et lui dire félicitations, mon gars, t'as été le plus fort cette année. Ça, c'est Bah vraiment. ouais, Voilà, il a géré les pneus et comme tu l'as dit, Hamilton, ce week-end-là, a fait son plus beau Grand Prix de l'année. Je maintiens également ce voilà. que tu as dit. Voilà. Bon, bah alors à la rigueur, j'enchaîne parce que c'est un Oui. peu dans la même thématique. Bah, c'est le petit geste entre Mick Schumacher et Lewis Hamilton Ah oui. qui m'a quand même marqué. J'ai trouvé ça très beau. Alors, je m'y attendais pas forcément, même si maintenant ça semble assez évident, mais non, j'avoue que j'avais pas forcément pensé. Sans doute parce que Mick Schumacher n'est pas encore quelqu'un de Non. très connu, ni même en F1, donc j'avais pas forcément imaginé qu'il serait au premier plan, mais maintenant ça semble pas illogique. En tout cas, je trouve ça classe de sa part. De l'avoir sans doute à mon avis organisé. On lui a peut-être soufflé, mais le fait est qu'il était bien là pour le faire. Et de manière tout à fait humble, j'ai trouvé, respectueuse, polie. Effectivement, on sentait une vraie déférence par rapport à Hamilton, alors qu'il offrait le casque de son père. Et quand on sait la situation dans laquelle est son père, bah oui, tu vois, tout s'entrechoque un petit peu. C'est très beau, quoi. Donc, j'ai trouvé ce moment pas forcément illogique, effectivement, mais bien vu et très très simple finalement et très 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 humain et ça m'a touché. Voilà. Moi j'étais un peu plus dans le quand est-ce que le casque va être donné à Hamilton, tu vois. C'était un peu plus dans l'attente. Ce qui m'avait le plus marqué, c'est lorsqu'au Canada, il avait reçu le casque d'Ayrton Senna. Ça, oui, Bah ça m'avait voilà, plus ça on est marqué. d'accord. Mais dans la Oui. suite logique, Hamilton commence à avoir un peu les casques de tous ceux qu'il a battus. Donc il doit avoir une belle collection. Bon, Mercedes qui n'a pas manqué de mettre un casque de Mercedes, évidemment, avec un beau sponsor Monster sur le casque de Schumacher. Oui. Hein, voilà. Mais Oui. non, au-delà de ça, c'est normal, c'est de la com. On va pas non plus faire la mauvaise langue. Mais oui, c'était un moment important, marquant, bien sûr. Ça aurait pu être tout à fait dans le top 5. Moi, peut-être que j'avais un peu moins d'aura parce que, ayant grandi avec Schumacher, j'ai pas autant d'admiration devant Mick, même si ce qu'il a fait en F2 était parfaitement respectable et j'ai hâte de voir ce qu'il fera dans une A. C'est peut-être pas là qu'il va montrer toute l'étendue de son talent, malheureusement pour lui. Je l'aurais préféré chez Alpha, pour être tout à fait honnête. Mais oui, c'était un beau moment Oui. et oui, ça aurait pu parfaitement être dans mon top 5. Mais Bon, alors y a- qu'est-ce que t'as mis en quatrième moment alors? donc il m'en reste deux. Le Oui. quatrième moment, je t'ai dit tout à l'heure, alors il est un peu plus anecdotique, mais moi il m'a fait plaisir. Tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait rien à sauver de ce Grand Prix de Belgique. Eh bien si, il y en avait un. C'est le Mhm. dépassement de Pierre Gasly, qui a passé Oui. Pérez dans le raidillon Ouais. d'une Ah, manière bah, ouais. extrêmement couillue, il faut le dire, hein, ce sont les termes Oui. techniques. Tout Voilà, à fait. dépassement de Pierre sur Pérez était absolument magnifique. On a eu de beaux dépassements, de belles bagarres cette année, mais moi, si j'avais un des si on avait dû faire un top 5 dépassement, par exemple, celui-là aurait facilement pu être sur le podium pour moi. Ouais, peut-être avec celui effectivement de Russell sur Bottas pour d'autres raisons, mais voilà, je trouve que celui-là, il était pur, il n'y avait pas de DRS, c'était vraiment
une voiture qui en double une autre avec le talent des deux pilotes pour se défendre et se positionner. Non, non. Voilà. Très bien, oui, oui. Et bah écoute, mon dernier moment, il concerne le même pilote. Alors, j'ai hésité pour changer. Je me suis dit, tiens, je vais mettre la démonstration d'Alonso à Abu Dhabi. Oh oui. Oh, comment j'ai pu l'oublier. Ah oui, top 1, on annule tout. Mais oui, mais non, parce que moi, elle est que mon 6e moment. Alors pourquoi j'y pensais? D'abord pour deux, parce qu'elle permet d'embrasser deux thématiques pour le prix d'une. Effectivement, un souvenir de Formule 1, comme on a adoré et comme on aime toujours. Et effectivement, le bruit, le son, le moteur, cette impression, cette vitesse, même si elle est moins rapide pourtant, mais cette sensation de vitesse, ça a été exceptionnel. Là, la Formule 1 s'est offert une drôle d'image, j'ai envie de dire, mais qui nous a tous fait vibrer. Et ça nous permet aussi, à la rigueur, de dire que le retour d'Alonso annoncé est un événement majeur, effectivement, et que, évidemment, c'était en quelque sorte le signe, cette image, le signe qu'Alonso l'année prochaine, ça va être évidemment une des attentes les majeures et une des têtes d'affiche les plus évidentes de la saison. Mais tu vois, j'ai finalement mis ça en 6e position, je te le parle pour la beauté du geste, mais mon 5e moment, non, je suis obligé de la jouer... fibre patriotique un peu, c'est le podium de Monza. C'est le fait pour moi, journaliste spécialisé, d'entendre la Marseillaise sur un podium de Formule 1. J'ai interviewé, moi, Olivier Panis, j'étais pas à Monaco en 96, mais j'ai interviewé Olivier à l'usine Ligier à Manicourt 3 jours plus tard pour un sujet pour Stade 2 du dimanche suivant. Bon, c'était évident qu'on vivait un moment historique et qu'Olivier avait déjà gagné sa place dans l'histoire du sport automobile français et que oui, ça n'arriverait pas tous les week-ends. On m'aurait dit qu'il fallait attendre 24 ans supplémentaires pour avoir une victoire française, je l'aurais vraiment pas cru, quoi. Donc, et c'est vrai qu'à un moment donné, le sport automobile français était au fond du trou avec des pilotes qu'on ne mettait pas en avant. Ça, Dieu sait que ça m'a rendu fou. Emmanuel Collard, Sébastien Bourdet, je suis désolé, ils avaient leur place en F1 dans une équipe Renault qui existait déjà. À l'époque, on ne jurait que par l'international, on les a sacrifiés. Donc effectivement, Franck Montagny aussi, Stéphane Sarrazin, ils auraient pu avoir d'autres carrières. À ce moment-là, la France n'était pas à l'honneur. Maintenant, on a compris que chez Renault, on peut mettre un pilote français et que c'est tout à fait normal. Oui, tant mieux pour Esteban Ocon, mais d'autres ont été sacrifiés. Bon, tout ça pour te dire que la victoire de Pierre Gasly, oui, pour moi, pour nous en France, pour les amoureux du sport auto, c'est un souvenir quasi surnaturel et d'ores et déjà qui nous fait venir beaucoup d'émotions. Donc oui, je le mets dans mon top 5 des images marquantes. Oui, je suis obligé. Et c'est vrai qu'on pense à beaucoup de pilotes. Moi, je pense à Romain Dumas, Nicolas Lapierre, Alexandre Prémat, des gars qui avaient du talent et qui n'ont pas eu leur chance, effectivement, alors que Renault était en F1. Franck, ça a été un cas un peu particulier aussi, avec Super Aguri. Mais oui, c'est vrai que être sacrifié en F1, il y en aura encore. Moi, je t'avoue que tu es fier d'avoir entendu une Marseillaise à Monza. J'aurais bien aimé entendre une Brabançonne à Sakir, tu vois. Donc voilà, dans le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et je pense que Esteban n'a pas été non plus remercié par Mercedes. Il faut savoir que si Renault ne récupère pas Esteban pour avoir un pilote français, Esteban, je ne sais pas s'il est sur la grille cette année. Je ne sais pas s'il sera sur la grille en 2022. Sache-le aussi, j'ai un peu peur pour lui. Surtout avec un Alonso comme équipier. Non, je comprends dernier moment alors je comprends que tu mettes ça en avant. Moi, mon dernier moment, alors comme je t'ai dit, j'ai fait en dégressif, donc évidemment, donc Romain, c'est le moment le plus important. Non, un moment moi, qui m'a marqué et qui a été un peu oublié, et pourtant, on avait déjà vécu ça il y a quelques années, c'est la fin du Grand Prix d'Angleterre. Qui est pour moi un moment marquant. Alors en tant que supporter un peu de Verstappen, autant te dire que j'avais le live timing avec les deux voitures et j'étais en train de sauter un peu sur mon canapé. Mais oui, c'est crevaison qui arrive et cette victoire qui passe vraiment sous le nez de Verstappen parce qu'il est rentré au cas où il y avait un risque de crevaison et qu'Hamilton fait les 3/4 du circuit sur 3 roues en ayant le gap en temps réel dans la radio et qui finit par gagner pour 6 ou 8 secondes, quelque chose comme ça, alors qu'il commence le tour avec pas loin d'une trentaine, trentaine de secondes sur Verstappen. Je me dis que ça, c'est un moment quand même où les McLaren craquent, les Ferrari craquent, les Mercedes craquent. Et je me dis, mais est-ce qu'on est en train de revivre 2013 où ça avait été un fiasco avec les explosions dangereuses J'étais là et je me suis dit, oh ça y est, on est en train de vivre encore un moment incroyable. Et c'était un moment incroyable parce que finalement, cette tension de savoir si Hamilton allait aller au bout, elle est exceptionnelle. Alors oui, des pilotes qui passent la ligne d'arrivée sur 3 roues, on en a eu. Des pilotes qui passent pas la ligne d'arrivée parce qu'ils ont fini sur 3 roues aussi, Senna, Schumacher, bref, on va pas les refaire. Certains l'ont même fait en backflip, on salue Fittipaldi.
C'était Fittipaldi en 93 à Monza. Christian Fittipaldi. Ouais. Ouais. J'avais un doute avec Gugelmin. Bref, mais voilà, c'est vrai que là, Hamilton a montré que il a même pas besoin de 4 roues pour gagner, tu vois. Donc ça a rajouté en plus en Angleterre le truc incroyable en se disant du coup il sera prêt pour gagner le 70e anniversaire. Dommage, ça s'est pas fait. Mais voilà, cette arrivée au Grand Prix est pour moi le 5e moment que j'ai retenu. Alors effectivement, moi il y avait un autre moment aussi, c'était l'accident de Charles Leclerc à Monza qui m'avait fait peur, qui était un moment marquant aussi, qui montrait aussi la déroute de Ferrari par l'exemple. Voilà, c'était aussi quelque chose que je pouvais rajouter dans le mauvais bulletin que je faisais à Charles. Mais globalement, c'est vrai que voilà, cette 5e place pour moi revient au Grand Prix d'Angleterre et cette fin absolument à suspense. Eh bah oui, non, mais c'est vrai que c'était super intense et que ça avait été un grand souvenir de l'année. Bon, écoute, allez, je crois que là, on va battre notre record. On a fait l'épisode le plus long de l'histoire de Green White Checkered. Mais comme c'était un épisode bonus et comme c'est un épisode bilan d'une année, je crois que ça valait le coup aussi. Et je suis persuadé que vous avez apprécié, que ça a nourri aussi d'autres débats et que ça vous a fait remémorer quelques images. Je n'en doute pas aussi pour vous, que vous aviez peut-être oublié ou auxquelles vous ne pensiez plus spontanément. Moi aussi, Maxime, merci pour l'exercice parce que c'était assez riche et on a bien balisé toute une année de F1 qui restera à tout jamais comme une année exceptionnelle. Ou alors en 2021, ça sera même encore aussi fou, va savoir, parce que c'est pas dit. J'ai envie de te dire peut-être rendez-vous pour le bilan 2021 en épisode bonus, parce que quelque chose me dit que cette année ne va pas être beaucoup plus reposante que la précédente. Certes, elle était originale, certains l'ont qualifiée comme la meilleure de la décennie, je n'irai pas jusque-là, en tout cas c'était l'une des plus originales, l'une des plus imprévues. Elle a fait renouer la F1 avec ses grands classiques au niveau circuit, au niveau scénario improbable aussi. On a eu un petit peu de tout. Je pense que tout le monde a réussi à s'en sortir avec de l'apprentissage, avec de l'expérience, avec du plus malgré tout. Qu'il ait eu une bonne ou une mauvaise saison, un pilote ou un team peut avoir appris beaucoup de cette année 2020. On espère qu'on aura encore beaucoup de belles choses à l'avenir. Reste à savoir comment les choses vont se mettre en place. On a déjà peur pour le Grand Prix d'Australie, Bahreïn, etc. Ce début de saison est très incertain, pour pas dire déjà scellé à l'heure où vous verrez cette vidéo. Donc merci LFB d'avoir pris le temps aussi de te prêter à cet exercice. Effectivement, on a 1h30 de vidéo. Je pense que là, on est capable de faire un beau bilan. Vous ne m'en voudrez pas, je ne vais pas illustrer en images tout ce qu'on a évoqué parce que sur 1h30, ça risque d'être compliqué. Mais voilà, les images en tout cas, vous les avez en tête. Si vous voulez vous refaire le film de la saison, refaites-vous les épisodes de Green White Checkered avec LFB. On a débattu à chaque fois sur une bonne demi-heure, 3/4 d'heure de ce qu'était chacun des Grands Prix de cette année. Donc je pense que vous aurez de quoi faire pour étayer nos arguments, ou si on a manqué parfois peut-être un peu de précision ou de bons souvenirs en termes de chiffres, etc. Vous trouverez toutes les informations là-bas. Eh bien, je vais me permettre de conclure cet épisode bonus, mon cher LFB. Merci à toi pour ton temps. Merci à vous de l'avoir écouté. Si jamais vous êtes sur le site de l'Afterlap, on vous laisse en description ici en dessous, vous voyez tous les liens pour nous suivre sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, donnez-nous aussi vos statistiques, vos tops, vos flops de cette année en commentaire. On a envie de voir aussi ce que nos spectateurs et nos abonnés nous proposent. Particularité aussi de cet épisode, c'est qu'il sera uploadé et sur la chaîne Maxime Pilote et sur la chaîne de l'Afterlap. Comme ça, les deux communautés pourront s'exprimer librement. On y reviendra peut-être d'ici le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, aux deux chaînes. Merci LFB. Et on va prendre congé l'un de l'autre pour se retrouver déjà la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ce sera le numéro 23. C'est ça. Salut Maxime, salut à tous, à très vite. Salut.